Regardez-la attentivement. Cette silhouette frissonnante sous la pluie torrentielle, serrant contre elle un jeune enfant tout en tirant une brebis noire qui bêle tristement, n'est pas une simple vagabonde. C'est Manon. Il y a quelques heures à peine, elle était la maîtresse de la grande maison de campagne. Aujourd'hui, ses seules possessions sont un sac de jute rempli de laine sale, dégageant une odeur âcre de graisse rance, et un vieux métier à tisser en bois qui menace de s'effondrer à chaque pas. Sa belle-mère, la redoutable Monique Legrand, lui a ri au nez en la jetant dehors, lui affirmant que cette laine noire était tout ce qu'elle méritait, des déchets pour un déchet. Ce que la vieille Monique ignorait, en trinquant au champagne derrière la fenêtre embuée de son salon surchauffé, c'est qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Car dans ses mains rougies par le froid mordant et couvertes de cicatrices, il n'y avait pas de défaite. Il y avait de la magie. Abonnez-vous à Empreinte de l'âme pour découvrir comment la brebis noire a dévoré le loup blanc. Et dites-nous depuis quel pays vous nous écoutez. Manon est sur le point de tout perdre, ou de tout gagner. L'odeur des lys blancs était suffocante. C'était un parfum doux, écœurant, presque tangible, qui se mélangeait à l'effluve de la cire fondue des cierges et à celui de la terre provençale, fraîchement retournée et détrempée par l'averse. Pour Manon, ce serait à jamais l'odeur de la mort. Elle se tenait, immobile, devant la tombe béante de Stéphane, son mari, son amour, son rempart contre le monde. La pluie tombait, fine et insistante, comme une multitude d'aiguilles de glace qui transperçaient le tissu de sa robe noire, mais elle ne sentait plus le froid. Elle était anesthésiée par le chagrin. À ses côtés, son fils Léo, âgé de 6 ans à peine, lui serrait la main avec une force telle qu'il lui coupait la circulation. Le petit garçon ne pleurait pas. Ses yeux, immenses et sombres, restaient fixés sur la boîte en acajou qui descendait lentement dans le trou obscur. Derrière eux, sous une tente de velours noir qui les protégeait de l'averse, se tenait la famille de Stéphane, les Legrand, propriétaires du plus grand empire textile de la région. Monique Legrand, la matriarche, était assise sur une impeccable chaise en ébène, son deuil de grand couturier sans un pli, le visage dissimulé par un voile de dentelle qui cachait ses yeux obstinément secs. Elle n'avait pas versé une seule larme pour son fils unique. Pour elle, la mort de Stéphane était une tragédie, certes, mais c'était aussi une opportunité. L'opportunité de nettoyer la maison. Et la saleté, selon ses propres termes, portait un nom et un prénom, Manon. Lorsque la dernière pelletée de terre recouvrit le cercueil, le silence du cimetière ne fut rompu que par le croassement lugubre d'un corbeau perché sur un cyprès. Manon se tourna pour recevoir les condoléances de sa belle-mère, espérant un geste, une étreinte, un mot de réconfort, quelque chose d'humain. Mais Monique se leva, lissant sa jupe de ses mains gantées, surchargée de bagues en or et en diamants. Le spectacle est terminé, déclara Monique d'une voix qui sonnait comme du cristal se brisant. Rentrons à la maison. Nous avons des affaires à régler, Manon, et elles ne sont pas des plus agréables. Le trajet de retour au domaine des Tisserands en Provence fut un sinistre présage. Manon et Léo furent relégués à la voiture de service, une vieille Renault 4 qui sentait l'essence et la poussière, tandis que Monique et ses filles voyageaient dans la limousine climatisée. En arrivant, la grande maison de campagne paraissait plus imposante que jamais avec ses murs de pierre blanche et ses jardins parfaitement entretenus, où paissaient les moutons mérinos blancs comme des nuages, la fierté de la famille. Mais quelque chose clochait. Sur le perron, les domestiques n'attendaient pas avec le café chaud habituel. Il y avait des valises. Des valises en carton bon marché et des sacs en plastique noir. Manon descendit de la vieille voiture, sentant son estomac se nouer. Elle courut vers l'entrée, protégeant Léo de la pluie qui redoublait de violence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tout cela signifie? Demanda Manon en désignant les sacs trempés. Pourquoi mes affaires sont-elles dehors? Monique sortit de la maison, flanquée de 2 gardes de sécurité armés. Elle s'arrêta sur le seuil, à l'abri, regardant Manon comme on observe un insecte qu'on s'apprête à écraser. Correction, ma chère, dit la belle-mère avec un sourire glacial. Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont les guenilles que je te permets d'emporter. Les beaux vêtements, les bijoux, la voiture. Tout cela appartient à la famille Legrand. Et toi, dès l'instant où mon fils a rendu son dernier soupir, tu as cessé de faire partie de cette famille. Manon sentit l'air lui manquer. Vous ne pouvez pas me faire ça. Stéphane m'a laissé cette maison. Il m'a dit que... Stéphane était un romantique stupide qui n'a jamais signé les papiers de la fiducie, l'interrompit Monique en s'avançant.
Son parfum coûteux, un mélange de santal et de rose, frappa Manon, lui soulevant le cœur. Ce domaine est à moi. L'argent est à moi. Et je ne vais pas entretenir une mort de faim qui a piégé mon fils avec ses charmes de bas quartier. Tu as toujours été une tache, Manon. Une tache sombre sur ma lignée immaculée. J'ai votre petit-fils. Cria Manon, serrant Léo contre sa poitrine. C'est le sang de votre sang. Monique regarda l'enfant avec une indifférence à glacer le sang. Cet enfant a tes yeux, pas ceux de mon fils. Il a l'air faible, il a l'air ordinaire. Si tu veux, tu peux le laisser ici. Nous l'élèverons pour en faire un domestique convenable. Mais toi, tu dégages. Jamais. Rugit Manon, reculant comme une lionne acculée. Léo vient avec moi. Alors, fichez le camp tous les deux, trancha Monique. Elle fit un signe à l'un des gardes. Oh, et n'oublie pas ton héritage. Je ne voudrais pas qu'on dise que j'ai été injuste. Le garde traîna depuis le garage un objet lourd et le jeta aux pieds de Manon, dans la boue. Le son du bois vieilli heurtant le sol résonna douloureusement. C'était un petit métier à tisser manuel, ancien, le bois rongé par les mites et une pédale cassée. À côté, le garde lança un sac de jute qui empestait l'humidité et l'animal sale. Ouvre, ordonna Monique. Manon, les mains tremblantes, défit le nœud du sac. À l'intérieur, il y avait des toisons de laine, mais ce n'était pas la laine blanche et douce produite au domaine. C'était de la laine noire, rêche, pleine de paille et d'épines. C'est la laine de la tonte d'hier, expliqua Monique avec un ricanement. Les brebis noires sont une erreur génétique, Manon. Leur laine est bonne à rien. Elle ne prend pas la teinture. Elle est rebelle, laide et grossière. Exactement comme toi. Personne n'en veut. J'allais la brûler, mais j'ai pensé qu'elle te servirait à tisser tes haillons de pauvresse. Et emmène aussi cette bête, elle me dérange dans le jardin. De l'autre côté de la maison, le second garde amena en la poussant Mora. Mora était une brebis noire, petite et trapue, que Stéphane avait sauvée de l'abattoir parce que Léo l'aimait. L'animal bêlait, effrayé, le pelage trempé et les yeux remplis de panique. Voilà ta fortune, ricana Monique, et ses filles, qui regardaient derrière les rideaux, se joignirent à ces rires cruels. Un métier à tisser cassé, de la laine de rebut et une brebis. Voyons si tu survis à l'hiver avec ça. Partez. Hurla Monique, perdant patience, avant que je ne lâche les chiens. Manon regarda la femme qu'elle avait autrefois appelée sa mère. Elle voulut crier, la frapper, la supplier. Mais en voyant le visage terrifié de Léo, elle ravala sa fierté. C'était un goût amer, métallique, comme du sang dans la bouche. « Viens, mon amour, murmura-t-elle à Léo. Prends Mora. Léo saisit la corde de la brebis. Manon chargea sur son épaule le sac de laine puante, sentant l'eau sale couler le long de son dos. Et de l'autre main, elle traîna le métier à tisser qui crissait contre les pierres du chemin comme une plainte funèbre. Ils marchèrent vers le portail en fer forgé. La tempête se déchaîna avec une violence inouïe. Le ciel devint noir, comme si le monde lui-même était en deuil. Le vent hurlait, pliant les cyprès. Manon sentait que ses bras allaient s'arracher sous le poids, mais elle ne lâcha rien. Quand ils franchirent le portail, elle entendit le bruit métallique des verrous se refermant derrière eux. Clic-clac. Ils étaient dehors. Ils marchèrent sur la route de campagne déserte pendant 1 heure. Le froid était insupportable. Léo se mit à grelotter. Ses lèvres devinrent bleues. « Maman, j'ai froid », gémit l'enfant, ses dents claquant. « J'ai mal aux os. » Manon regarda autour d'elle. Aucun abri, seulement la campagne ouverte et la pluie. Elle regarda le sac qu'elle portait, cette laine méprisée, ce déchet. « Viens ici, Léo, » dit Manon. Ils laissèrent le métier à tisser sous un chêne. Manon ouvrit le sac sous la pluie. L'odeur de l'anoline, grasse et sale, était forte, une odeur primitive de bergerie. Elle sortit de grandes poignées de laine noire brute. « Ça va te réchauffer », lui dit-elle en enveloppant l'enfant dans la fibre graisseuse. La laine était sale, oui, mais la graisse naturelle repoussait l'eau. Elle fit un nid avec la laine noire dans le creux d'un tronc d'arbre tombé. Elle y installa Léo et tira Mora pour qu'elle se couche à côté de lui donnant la chaleur de son corps animal. « Et toi, maman »
demanda Léo depuis son refuge de laine noire. Je vais bien, mentit Manon, bien qu'elle se sentît gelée. Elle s'assit à l'entrée du creux, bloquant le vent avec son propre corps. De là, au loin, elle pouvait voir les lumières du domaine des tisserands. À la fenêtre du premier étage, elle vit la silhouette de Monique levant une coupe dorée. Il célébrait. Il célébrait s'être débarrassé du parasite. Manon regarda ses mains. Elles étaient tachées de noir par la saleté de la laine. Elle caressa l'échine mouillée de Mora. La brebis la regarda avec ses étranges yeux rectangulaires et laissa échapper un bêlement doux, presque un réconfort. Il croit que c'est un déchet, Mora, murmura Manon d'une voix rauque, un mélange de larmes et de fureur naissant dans sa gorge. Il croit que parce que c'est noir, ça ne vaut rien. Il croit que parce que c'est sale, ça ne sert à rien. Elle serra une mèche de laine brute dans son poing jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Malgré le froid, elle remarqua quelque chose sous la crasse. La fibre était forte, elle était chaude, et elle avait un éclat sombre que la lumière des éclairs arrachait à la noirceur. Nous allons survivre, Léo, promit-elle au vent et à la nuit. Et un jour, cette vieille femme souhaitera avoir cette laine. Un jour, ce déchet vaudra plus que tout son or. La tempête rugit, noyant sa promesse, mais la graine était plantée. Dans l'obscurité la plus totale, avec seulement une brebis noire et un métier à tisser cassé, Manon venait de commencer sa guerre. L'aube n'apporta aucune chaleur, seulement une lumière grise et laiteuse qui révélait l'ampleur de leur malheur. Manon et Léo avaient marché jusqu'à ce que leurs jambes les lâchent, traînant le lourd métier à tisser et guidant Mora, la brebis noire qui bêlait faiblement de faim. Ils trouvèrent refuge à la périphérie du village de Gordes, dans un vieux hangar de séchage de tabac abandonné depuis des années. Le toit de tôle était troué comme une passoire et le sol était en terre battue, humide et froide. Ça sentait l'humidité ancienne, l'urine de chat et l'oubli, mais il y avait 3 murs et un toit partiel. C'était un palais comparé aux intempéries. Manon installa le métier à tisser dans un coin sec et utilisa le sac de laine sale comme matelas pour Léo. L'enfant avait les joues rouges de fièvre et toussait d'un son sec, métallique, qui brisait le cœur de Manon. « Repose-toi, mon amour », lui dit-elle en lui baisant le front brûlant. « Maman va aller au marché. Je vais vendre un peu de laine et je rapporterai du lait chaud et des brioches. Je te le promets. » Léo hocha faiblement la tête, se blottissant contre le flanc de Mora. La brebis, instinctivement, ne bougea pas, servant de radiateur vivant au petit. Manon se lava le visage avec de l'eau de pluie accumulée dans un tonneau rouillé, essayant d'effacer les traces de la nuit précédente. Elle chargea sur son épaule une brassée de laine noire, la meilleure qu'elle put sélectionner, et se dirigea vers le marché du village de Gordes. Ses pas résonnaient de détermination, mais son estomac gargouillait de faim. Le marché était un tourbillon de couleurs et d'odeurs, coriandre fraîche, pain tout juste sorti du four, viande grillée, des odeurs qui donnaient le vertige à Manon. Elle se dirigea vers la section des artisans textiles, où les commerçants achetaient la matière première. Elle s'approcha de Pierre, un homme à la moustache de morse qui connaissait la famille Legrand depuis des décennies. « Bonjour, monsieur Pierre », dit Manon, essayant de garder sa dignité malgré ses vêtements souillés. « Je viens vous proposer de la laine. Elle est vierge, de la première tonte. » L'homme la regarda par-dessus ses lunettes, la reconnaissant. Son expression passa de la curiosité au mépris en une seconde. « De la laine » demanda-t-il en regardant le ballot sombre que Manon déposa sur la table. Il ouvrit le tissu et laissa échapper un rire rauque. « Ça ? Ce n'est pas de la laine, ma petite. On dirait du poil de chien errant. C'est de la laine de brebis noire, se défendit Manon. Elle est résistante, elle est. C'est de la saleté, la coupa Pierre en jetant le ballot par terre, dans la poussière. La laine noire, ça ne vaut rien, ça ne prend pas la teinture. Si je la mets dans la teinture rouge, elle sort marron sale. Si je la mets dans le bleu, elle sort gris mort. Personne ne veut de vêtements de deuil éternel, Manon. De plus, l'homme baissa la voix, regardant autour de lui, Madame Legrand a fait passer le mot. Elle a dit que quiconque t'achèterait quoi que ce soit pouvait dire adieu aux affaires avec le domaine des tisserands. Et personne dans ce village n'est assez stupide pour se fâcher avec celle qui tient les cordons de la bourse. Manon ramassa sa laine du sol, sentant les regards moqueurs des autres vendeurs. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix brisée. J'ai juste besoin de quoi acheter 1 litre de lait et une aspirine. Mon fils est malade.
Dieu pourvoira, dit Pierre en lui tournant le dos, mais ici, il n'y a pas de charité pour les ennemis des Legrand. Manon fit 3 autres étals. La réponse fut la même, moquerie, dégoût pour la fibre sombre et peur de sa belle-mère. La laine noire était une malédiction. Personne n'en voulait, même donner. Désespéré, le soleil de midi lui brûlant la nuque, Manon pensa à son dernier recours, Sandrine. Sandrine était son amie, sa confidente lors des goûters, la marraine de Léo. Elle vivait dans une grande maison près de la place. Sandrine l'aiderait, c'était sûr. Elle courut jusqu'à la maison au portail vert. Elle sonna avec insistance. Après quelques minutes, le judas de la porte s'ouvrit. Le visage de Sandrine, parfaitement maquillé, apparut. « Sandrine, c'est moi, Manon. S'il te plaît, ouvre. J'ai besoin d'aide. » Sandrine la regarda avec un mélange de pitié et de panique. Elle n'ouvrit pas la porte. « Va-t'en, Manon. » murmura-t-elle à travers la grille. « Tu ne devrais pas être ici. Léo a de la fièvre, Sandrine. Nous n'avons nulle part où dormir. Nous n'avons rien à manger. Je te demande juste un prêt, ou un peu de nourriture, n'importe quoi. » Sandrine jeta un regard nerveux dans la rue, comme si elle craignait d'être vue. « Monique est venue déjeuner ici ce matin. Elle nous a tout raconté. Elle a dit que tu avais volé les bijoux de la grand-mère, que tu es une voleuse et une ingrate. » « C'est un mensonge. » cria Manon en frappant le métal froid de la porte. « Ils m'ont mise dehors sans rien. Tu me connais. Je suis désolé, Manon. Mon mari fait des affaires avec les Legrand. S'il nous voit t'aider, il nous ruine. Je ne peux pas risquer l'avenir de mes enfants pour le tien. » Le judas se referma brusquement. Clic. Manon resta plantée devant la porte fermée, écoutant le silence. Elle sentit quelque chose se briser en elle, quelque chose de plus vital que la fierté. La trahison faisait plus mal que la faim. Elle retourna au hangar abandonné en traînant les pieds, vaincue, avec le ballot de laine invendable pesant sur ses épaules comme une pierre tombale. Elle arriva à son refuge à la tombée de la nuit. Léo était réveillé, pleurant doucement. « Maman, j'ai faim, » sanglota l'enfant. « J'ai mal au ventre. » Manon s'agenouilla à côté de lui. Elle n'avait rien. Ni pain, ni lait, ni médicaments. Elle n'avait que cette maudite laine noire. Elle la regarda avec haine. C'était à cause de cette couleur que personne n'en voulait. « Ça va passer, mon amour. Dors, » lui dit-elle en le berçant jusqu'à ce que la fatigue l'emporte sur la faim. L'enfant tomba dans un sommeil agité. Manon ne pouvait pas dormir. L'impuissance l'étouffait. Elle s'assit sur le sol en terre près de l'entrée, où filtrait un rayon de lune pâle. Elle saisit une mèche de laine sale. Elle était grasse, pleine de terre et de paille. « Maudite sois-tu » siffla Manon en commençant à tirer sur les brins avec rage. Laine noire, comme Monique. Elle commença à démêler la laine avec ses doigts, tirant avec force, arrachant les chardons et les épines qui s'enfonçaient dans sa peau. Ses doigts saignaient, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle avait besoin de faire quelque chose de ses mains pour ne pas hurler. Il pleuvait dehors. Manon sortit un vieux seau et recueillit l'eau de pluie. Elle plongea la laine dans l'eau glacée et commença à la frotter avec fureur, pleurant de manière inconsolable. Ses larmes chaudes tombaient sur l'eau froide, se mêlant à la crasse de la brebis. « Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu pris Stéphane? Pourquoi nous déteste-t-il autant ?» Elle frotta et frotta jusqu'à ce que ses mains soient engourdies. L'eau du seau devint noire de terre. Elle jeta l'eau et remplit à nouveau le seau. Elle le fit encore et encore, nettoyant la fibre de manière obsessionnelle, comme si elle voulait laver son propre malheur. Et c'est alors que cela se produisit. La lune sortit d'entre les nuages et illumina le seau. Manon sortit la mèche de laine maintenant propre, essorant l'eau. Elle resta paralysée. Ce n'était plus ce noir mat et sale qui ressemblait à de la suie. En lui retirant la graisse et la terre, la fibre révélait sa vraie nature sous la lumière de la lune. Ce n'était pas un noir plat. Il avait un éclat profond, intense. C'était un noir avec des nuances de bleu, comme l'aile d'un corbeau, comme le ciel à minuit là où brillent les étoiles. Manon approcha la laine de ses yeux gonflés. Elle était douce, incroyablement douce, bien plus que la laine blanche qui piquait.
Et cette couleur? Cette couleur n'avait pas besoin de teinture. C'était une couleur qu'aucune usine ne pouvait imiter. C'était la couleur de la profondeur, du mystère, de la douleur élégante. Elle regarda ses mains abîmées tenant ce trésor sombre. La faim était toujours là, le froid était toujours là, mais pour la première fois en 24 heures, Manon cessa de voir des déchets. « Tu n'es pas une erreur », murmura-t-elle en caressant la laine humide qui brillait maintenant de sa propre lumière. « Tu es parfaite. » Mora la brebis s'approcha et lui lécha la joue, salée par les larmes. Manon regarda le métier à tisser cassé dans le coin. Demain, elle n'essaierait pas de vendre la laine brute. Demain, elle essaierait de tisser. Si le monde ne voulait pas de son obscurité, elle les forcerait à y voir la beauté. La faim n'est pas une douleur aiguë au début. C'est un animal lent et lourd qui s'installe dans l'estomac et vous vole vos forces. Au 3e jour, dans le hangar abandonné, Manon sentait que cet animal la dévorait de l'intérieur. Léo ne pleurait plus. Il était couché sur la paille, pâle et silencieux, suçant son pouce avec un regard vitreux qui terrifiait Manon plus que n'importe quel cri. Elle devait faire quelque chose, et la seule chose qu'elle avait était le métier à tisser cassé et la laine noire qu'elle avait lavée la nuit précédente. Manon s'approcha du métier à tisser comme on s'approche d'un instrument de torture. Le bois était desséché, gris par le temps, et plein d'échardes qui se dressaient comme des aiguilles défensives. La pédale était lâche. Avec une pierre trouvée sur le sol, elle frappa le boulon rouillé jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Elle n'avait pas d'outil pour filer la laine finement, alors elle dut tordre les brins avec ses propres mains, les frottant contre ses cuisses jusqu'à former un fil épais, irrégulier et rustique. « Ça va marcher », murmura-t-elle d'une voix brisée par la soif. « Il faut que ça marche. » Elle commença à monter la chaîne. Ses mains, habituées à la soie et au lin fin de sa vie antérieure, étaient maladroites avec ce matériau sauvage. Le premier mouvement du métier fut un grincement agonisant. Clac, crac. Le bois protestait. Manon poussa la navette improvisée encore et encore. Clac, clac, clac. Le rythme devint frénétique. Elle ne tissait pas par plaisir, elle tissait pour sauver une vie. Mais le vieux métier à tisser exigea son tribut. Le bord du bois, éclaté et cruel, frottait constamment ses jointures et le bout de ses doigts. D'abord une égratignure, puis une coupure. Manon vit une goutte de sang, rouge et brillante, perler de son index. Elle tomba sur la laine noire et disparut. Le noir l'absorba instantanément. Peu importe, se dit-elle en serrant les dents. Continue. Elle continua de tisser. Les échardes s'enfonçaient dans sa chair, mais elle ne s'arrêtait pas pour les enlever. La douleur la maintenait éveillée, la maintenait concentrée. À chaque passage de la navette, elle laissait un peu de sa vie dans cette couverture. Le sang tachait le bois du métier, le rendant sombre et collant, et se mélangeait à la fibre animale. La laine, déjà brillante, semblait acquérir une texture plus dense, plus lourde. C'était un tissu né de la souffrance. Les heures passèrent, le soleil traversa les fentes du toit et commença à descendre. Les bras de Manon brûlaient comme si elle avait du feu dans les muscles. Ses mains étaient une carte de coupures ouvertes et de sang séché. « Maman !» La petite voix de Léo résonna, faible comme un murmure lointain. « Il y a à manger ?» Manon arrêta le métier brusquement. Son cœur se serra. « Presque, mon amour. J'ai presque fini. » Avec un dernier effort surhumain, elle acheva les bords de la pièce. Elle la coupa du métier avec le même couteau rouillé qu'elle utilisait pour tout. Elle la souleva devant la lumière mourante de l'après-midi. Ce n'était pas une belle couverture. Elle était épaisse, irrégulière, pleine de nœuds là où le fil s'était cassé et où elle l'avait renoué. Elle était lourde et grossière. Elle ressemblait à la peau d'une bête antique. Mais quand elle la posa sur ses épaules, elle sentit une chaleur immédiate, enveloppante, presque maternelle. « Reste ici avec Mora », ordonna-t-elle à Léo en le couvrant avec le sac vide. « N'ouvre à personne. » Elle sortit en courant vers le village, la couverture noire sous le bras et les mains enveloppées dans des chiffons sales pour cacher le sang. Le marché rangeait déjà ses étals. Les gens marchaient à la hâte pour rentrer dans leur maison chaude. Manon se posta à un coin de rue près de la boulangerie, où l'odeur de pain frais était une torture délicieuse. « Couverture en laine !» cria-t-elle, mais sa voix sortit faible. « Couverture en laine vierge, très chaude. »
Une dame élégante passa à côté d'elle, la regarda avec dégoût et s'écarta comme si Manon avait la peste. De la laine noire, entendit-elle la femme murmurer à son compagnon. Quelle horreur! On dirait du deuil. Ça porte malheur. Manon tenta sa chance avec un homme qui chargeait du bois. Monsieur, pour le froid de la nuit, elle est très résistante. Je n'ai pas d'argent pour des chiffons, ma petite. Dégage du chemin. Personne n'en voulait. La malédiction de Monique semblait avoir infecté tout le village. Il voyait la couleur noire et il voyait la mort, la saleté, le malheur de la famille Legrand. Manon sentit les larmes remonter. Elle allait rentrer les mains vides. Léo allait encore dormir le ventre vide. Elle se laissa tomber sur le trottoir, serrant la couverture contre sa poitrine, cachant son visage dans la fibre sombre qui sentait elle-même et la brebis. C'est un tissu triste, dit une voix rauque au-dessus de sa tête. Manon leva les yeux. Devant elle se tenait un sans-abri. C'était un vieil homme voûté, avec une barbe grise emmêlée et vêtu de couches de journaux et de vêtements déchirés. Il sentait l'alcool bon marché et la rue, mais ses yeux, étonnamment clairs, la regardaient avec une intensité lucide. Quoi? Demanda Manon, sur la défensive. Ta couverture, dit l'homme en la pointant d'un doigt crasseux. Ce n'est pas une couverture ordinaire. Elle pèse. Elle pèse lourd. Elle a de la douleur à l'intérieur. Le sans-abri se pencha et toucha le tissu avec respect. Ses doigts rêches parcoururent la trame irrégulière. Il s'arrêta à un endroit où la laine était plus rigide à cause du sang séché, invisible. Du sang, murmura le vieil homme en hochant la tête comme pour confirmer un secret. La meilleure teinture, celle qui ne s'efface jamais. Il plongea la main dans sa poche profonde et en sortit une pièce. C'était une vieille pièce de peu de valeur, à peine suffisante pour une baguette dure ou un café allongé. C'est tout ce que j'ai, dit le sans-abri en posant la pièce dans la paume blessée de Manon. J'ai froid dans les os, ma petite. Le froid de la mort me rôde autour. Vends-moi ta couverture triste. Manon regarda la pièce. C'était une misère. C'était une insulte au travail brutal qu'elle avait accompli. Mais c'était de l'argent. C'était un pain pour Léo. Prenez-la, dit Manon en lui tendant le lourd tissu. Le sans-abri jeta la couverture sur ses épaules, soupira profondément en fermant les yeux. Ah! Ça chauffe. Ça chauffe plus que le feu. Cette laine est vivante. Il se retourna pour partir en traînant les pieds, mais s'arrêta après 2 pas. Il se tourna et regarda Manon fixement. Tu as des mains de tisserande, mais tu tisses avec rage, lui dit le vieil homme. Si tu veux que cette laine noire vaille de l'or, ne la vends pas ici. Ici, les gens sont aveugles, ils ne voient que ce qui est joli. Il s'approcha d'un pas, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Monte à la colline des âmes. Cherche la maison brûlée. Cherche l'aveugle. Manon fronça les sourcils. Qui? L'aveugle de la colline, répéta le sans-abri en montrant la montagne sombre qui se dressait derrière le village. Elle déteste le monde autant que toi. Elle connaît le secret de l'obscurité. Dis-lui que c'est le vent du nord qui t'envoie. Et sans un mot de plus, le vieil homme disparut dans l'ombre d'une ruelle, enveloppé dans la couverture noire que Manon avait tissée avec son propre sang, la laissant, jeune mère, avec une seule pièce dans la main. La pièce du sans-abri suffit à peine pour 3 baguettes dures et un peu de lait coupé à l'eau. Léo mangea avec la voracité d'un petit animal blessé et se rendormit, épuisé par la fièvre. Manon l'enferma dans le hangar, sécurisant la porte avec un bout de fil de fer et une prière silencieuse. Elle devait y aller. Les mots du vieil homme résonnaient dans sa tête comme une cloche. Cherche l'aveugle. Elle connaît le secret. La colline des âmes portait bien son nom. Le chemin était un sentier de chèvres escarpés et traîtres, plein de pierres instables et de ronces qui déchiraient ses bas et sa peau. Manon grimpa avec le sac de laine sur le dos, haletante, en sueur froide, sentant ses poumons lui brûler. Chaque pas était une lutte contre la gravité et contre son propre doute. Et si c'était de la folie? Et si elle allait juste trouver une vieille folle au milieu de nulle part? Mais alors elle se souvenait du rire de Monique Legrand et du toast au champagne, et la rage lui donnait la force de faire un pas de plus. Elle arriva au sommet à midi. Ce qu'elle y trouva la glaça jusqu'aux os. Ce n'était pas une maison normale.
C'étaient les restes calcinés de ce qui avait été autrefois une demeure seigneuriale. Les murs de pierre étaient noircis par la suite d'un vieil incendie et le toit s'était effondré en plusieurs endroits, laissant voir le ciel gris. La nature reprenait ses droits. Des lierres sauvages entraient et sortaient par les fenêtres vides comme des serpents verts. « Qui est là, à respirer comme une mule fatiguée ?» dit une voix puissante depuis l'ombre du porche. Manon sursauta. Assise dans un fauteuil à bascule en osier qui avait miraculeusement survécu à l'incendie, se tenait une femme. Elle portait une robe de soie ancienne, démodée depuis 30 ans, mais d'une coupe impeccable. Ses cheveux blancs étaient coiffés en un turban de velours et elle portait d'énormes lunettes de soleil rondes qui lui couvraient la moitié du visage. « Je cherche Madame Marie Dubois, balbutia Manon en posant son sac. « Il n'y a pas de madame ici, répondit la femme sans tourner la tête. Seulement des fantômes et des cendres. Qui es-tu et pourquoi sens-tu la brebis mouillée et la peur? Je m'appelle Manon. Un homme au village, un sans-abri, m'a dit de monter. Il a dit que vous connaissiez le secret de l'obscurité. La femme s'arrêta de se balancer. Elle inclina légèrement la tête, comme un oiseau écoutant un ver sous terre. Le secret, répéta-t-elle avec sarcasme. Le seul secret, c'est que les gens sont stupides et aveugles. Approche. Laisse-moi t'entendre. Manon s'approcha lentement, intimidée par la présence de cette femme qui, même dans la ruine, dégageait une autorité royale. J'apporte de la laine noire, dit Manon en sortant une mèche qu'elle avait filée avec ses doigts pendant la nuit, un échantillon de son effort désespéré. Personne n'en veut au village. Ils disent que c'est un déchet. Mais je sais qu'elle vaut quelque chose. J'ai besoin que vous m'appreniez à la travailler. J'ai besoin de la vendre pour que mon fils ne meure pas de faim. Marie tendit une main. Ses doigts étaient longs, fins et pâles, couverts de bagues avec des pierres qui ressemblaient à des yeux. Donne, ordonna-t-elle. Manon lui mit le tissu dans la main. C'était une petite écharpe qu'elle avait commencé à tisser sur le métier cassé avant de partir, espérant impressionner la maîtresse avec son dévouement. Elle y avait mis tout son cœur pour qu'elle soit serrée et ferme. Marie passa le bout de ses doigts sur la laine. Lentement d'abord, puis rapidement, comme si elle lisait du braille. Sa bouche se tordit en une grimace de dégoût absolu. Horrible, cracha-t-elle en jetant le tissu sur le sol en terre comme s'il la brûlait. Quoi? S'exclama Manon, blessée. Mais j'ai fait de mon mieux. C'est serré, c'est solide. C'est mort, la coupa Marie en se levant à l'aide d'une canne en argent. Tu n'as aucun touché, ma petite. Tu tisses avec la peur, tu tisses avec le désespoir. La laine n'est pas de la pierre, tu ne peux pas la frapper pour qu'elle t'obéisse. Tu as tellement serré le fil que tu l'as asphyxiée. Cette pièce ne respire pas. Elle est rigide. On dirait une armure, pas un vêtement. C'est tout ce que j'ai. Cria Manon, les larmes de frustration jaillissant à nouveau. Mes mains ont saigné pour faire ça. Vous n'avez pas le droit de le jeter. Marie enleva ses lunettes de soleil. Manon étouffa un cri. Ses yeux étaient blancs, complètement voilés par la cataracte, comme deux pleines lunes dans une nuit de brouillard. J'ai tous les droits, dit la vieille femme d'une voix froide. J'étais Marie Dubois. J'ai habillé des reines et des actrices avant même que tu ne sois née. Mes mains connaissent le tissu mieux que tu ne connais ton propre nom. Et je te dis que ceci est un déchet. Marie tâtonna sur la table à côté d'elle et attrapa une paire de grands et lourds ciseaux de tailleur en métal froid. Ramasse-le, ordonna-t-elle. Manon, confuse, ramassa son tissu du sol et le lui tendit. Vous allez le corriger? Marie saisit l'écharpe d'une main et les ciseaux de l'autre. Crac, crac, crac. Le son fut sec et définitif. En 3 mouvements brutaux, Marie coupa le tissu en 2, puis encore, anéantissant des heures de travail, de sang et d'espoir. Les morceaux de laine noire tombèrent au sol, réduits à de simples lambeaux inutiles. Non. Hurla Manon en tombant à genoux pour essayer de rassembler les morceaux comme si elle pouvait les recoller. Pourquoi avez-vous fait ça? C'était de l'argent, c'était de la nourriture pour Léo. Marie se rassit, impassible devant les pleurs de la jeune femme. C'était un déchet, trancha l'aveugle en essuyant ses ciseaux sur sa jupe. Et si tu veux apprendre, ici, chez moi, tu vas apprendre une chose aujourd'hui. La pitié ne tisse pas.
La peur ne crée pas d'art. Si tu veux tisser avec cette laine noire, tu dois la respecter. Tu dois écouter ce que la fibre demande, pas la forcer à être ce que tu veux. Elle se pencha en avant, son visage aveugle cherchant le son des sanglots de Manon. Arrête de pleurer sur ce que tu as perdu. Ça n'existe plus. Maintenant, si tu as assez de courage pour cesser d'être une victime et devenir une artisane, lève-toi. Sinon, la porte est là. Va pleurer au village avec les médiocres. Mais si tu restes, tu vas repartir de zéro. Tu vas apprendre à sentir, pas à regarder. Parce que les yeux mentent, Manon. Mais les mains. Les mains n'oublient jamais la vérité. Tes yeux te mentent, Manon. Ferme ta bouche et ouvre le bout de tes doigts. La voix de Marie Dubois claqua comme un fouet dans la quiétude des ruines. Manon était assise devant le métier à tisser réparé, mais elle ne voyait rien. Marie lui avait bandé les yeux avec un morceau de soie noire, serré fermement autour de sa tête. Cela faisait 3 semaines qu'elle était ainsi. 3 semaines d'obscurité auto-imposée, de doigts ensanglantés et d'une frustration qui lui brûlait la gorge. Je sens. Je sens que ce brin est épais, murmura Manon en tâtant le fil dans l'obscurité. Tu sens ou tu devines? La gronda la maîtresse en frappant le sol avec sa canne. La laine noire est capricieuse, ma petite. Elle a des nœuds cachés, elle a une mémoire. Si tu l'attends trop, elle se brise par rancune. Si tu la laisses trop lâche, elle se détend par paresse. Tu dois trouver son pouls. Cherche le pouls de l'animal qui est mort pour te la donner. Manon prit une profonde inspiration, avalant l'odeur de poussière et de cendre qui imprégnait les lieux. Ses mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant des outils calleux. Peu à peu, elle cessa d'essayer de voir des images dans son esprit et se concentra sur le toucher. C'était là. Une imperfection microscopique dans le brin, un petit chardon enchevêtré que ses yeux n'auraient pas vu, mais que ses doigts détectèrent comme une montagne. Elle l'enleva avec ses dents. C'est ça, murmura Marie, comme si elle pouvait lire dans les pensées de Manon. Maintenant, l'huile. C'était là le grand secret, l'alchimie. La laine noire était sèche et cassante par nature, c'est pourquoi on la méprisait. Mais Marie lui avait appris à la soigner. Manon plongea les mains dans un bol en terre cuite rempli d'huile d'olive vierge, épaisse et parfumée, sentant la campagne verdoyante. Elle massa la laine brute avec l'huile. Elle ne l'imbiba pas, elle l'oignit. Elle frotta fibre contre fibre jusqu'à ce que la chaleur de la friction fasse pénétrer l'huile au cœur du fil. La laine, autrefois rêche comme du papier de verre, se transforma sous ses doigts. Elle devint docile, lourde, élastique. Elle se mua en soie sombre. L'huile, c'est de la patience liquide, sentençait Marie depuis son fauteuil à bascule. Les Legrand veulent tout, tout de suite, tout blanc, tout facile. Pas nous. Nous cuisons le tissu à feu lent. Tandis que Manon travaillait dans cette transe tactile, le son d'une vieille radio à pile rompit la concentration. Marie la laissait allumer pour écouter les nouvelles de la vallée. La voix d'un animateur enthousiaste emplit les ruines. Et dans les autres nouvelles mondaines, la grande Monique Legrand a présenté aujourd'hui sa nouvelle collection d'hiver intitulée Blanche Pureté. Selon la matriarche, cette ligne est inspirée par les gens décents, par la lumière et la propreté morale. Le blanc est la couleur de ceux qui n'ont rien à cacher, a déclaré Madame Legrand à la presse, assurant que ses ventes ont déjà battu des records historiques. Manon se tendit. Le fil dans ses mains faillit se rompre. Blanche pureté. C'était une moquerie directe, une flèche empoisonnée décochée en l'air. La couleur de ceux qui n'ont rien à cacher. Manon sentit la bile lui remonter dans la gorge. Elle, cachée dans une ruine, tachée d'huile et de suie, était l'antithèse de cette blancheur hypocrite. « Éteignez-la » demanda Manon d'une voix tremblante. « Laisse » ordonna Marie. « Écoute son arrogance. Que son succès soit ton carburant. Elle vend de la fausse pureté, Manon. Toi, tu vas vendre la vérité. Et la vérité est toujours sombre. » À ce moment, Léo, qui jouait sur le sol en terre avec des charbons éteints, s'approcha de sa mère. « Maman, » dit l'enfant en tirant sur sa jupe. « Regarde ce que j'ai dessiné. C'est pour que tu ne sois pas triste. » Manon retira le bandeau de ses yeux, clignant face à la lumière de l'après-midi. Elle regarda le sol.
Léo avait utilisé un morceau de charbon pour dessiner sur une dalle de pierre blanche. Ce n'était pas un dessin enfantin de maison et de soleil. C'étaient des lignes. Des lignes géométriques qui se croisaient, s'emmêlaient et s'étendaient comme une toile d'araignée, ou comme les fissures d'un cœur brisé, ou peut-être comme les racines d'un arbre cherchant de l'eau dans le désert. C'était un motif de chaos ordonné. C'est magnifique, mon amour, dit Manon en caressant les cheveux sales de l'enfant. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la laine quand elle me pique, mais qu'après elle me serre dans ses bras, expliqua Léo avec l'innocence de ses 6 ans. Manon regarda le dessin, puis le métier à tisser, puis ses mains huilées. Une idée électrique lui parcourut le dos. Marie, dit Manon en se levant. Je sais ce que je vais tisser. Tu vas copier un magazine? Souffla la vieille femme. Non. Je vais tisser le chaos. Manon s'assit au métier à tisser. Cette fois, elle ne mit pas le bandeau, mais elle ferma les yeux. Elle n'avait pas besoin de voir. Ses mains connaissaient le chemin. Elle commença à travailler, non pas avec la technique traditionnelle de croisement simple, mais en mélangeant les épaisseurs. Elle utilisa la laine huilée, brillante et noire, et l'entrelaxa avec une technique qui laissait de petits espaces, des silences dans le tissu, imitant le dessin de Léo. Elle travailla pendant 3 jours et 3 nuits. Elle mangea à peine. Ses doigts bougeaient comme des araignées frénétiques. L'huile maintenait la laine douce, lui permettant de faire des nœuds impossibles qui se seraient cassés avec une autre fibre. Quand elle coupa la pièce finale du métier, le silence dans la ruine fut absolu. Manon se leva et secoua le tissu. Ce n'était pas une couverture, ce n'était pas un châle ordinaire. C'était une étole, mais elle semblait être un morceau de nuit arraché au ciel. Marie se leva, guidée par le son du tissu en mouvement. Elle s'approcha et tendit les mains. Elle toucha le châle. Ses doigts parcoururent le motif géométrique, les reliefs, la douceur huileuse et la chaleur qui en émanait. De quelle couleur est-il? Demanda l'aveugle d'une voix étrangement douce. Manon le tint contre la lumière du soleil qui filtrait par le toit brisé, et ce fut le plus frappant. Le tissu ne brillait pas. Le tissu buvait la lumière. Il était si noir, si dense et profond à cause de l'huile et du tissage serré qu'il semblait être un trou dans l'espace. Il ne reflétait rien. C'était l'absence totale de couleur, une élégance qui faisait peur. Il est noir, Marie, murmura Manon, hypnotisée par sa propre création. Mais ce n'est pas un noir mort. C'est comme le fond d'un puits. C'est un noir infini. Marie sourit, et pour la première fois, Manon vit qu'il lui manquait une dent, ce qui la rendait plus humaine et moins sorcière. Ce n'est pas un noir infini, ma petite. Corrigea la maîtresse en caressant le tissu comme s'il s'agissait de la peau d'un amant perdu. C'est du Vantablack. C'est la couleur du deuil d'une reine. Monique vend du blanc pour que les gens aient l'air propre. Toi, tu vas vendre ça pour que la femme qui le portera devienne invisible et dangereuse. Tu as tissé une ombre, Manon. Et les ombres? Les ombres entrent n'importe où. Manon descendit de la colline des âmes avec son trésor enveloppé dans du vieux papier craft, serré contre sa poitrine comme un nouveau-né. Elle marchait vite, la tête basse, essayant de passer inaperçue parmi les gens du village. Elle ne se dirigea pas vers le marché populaire où on l'avait humiliée et rejetée. Cette fois, ses pas la menèrent vers la place du marché, la zone touristique où les étrangers avec des chapeaux de paille et des appareils photo coûteux se promenaient en achetant de l'artisanat. Elle se sentait comme une intruse. Ses vêtements sentaient encore la fumée de bois et l'humidité des ruines. Ses mains, bien que propres, étaient tannées et pleines de petites coupures. Elle contrastait violemment avec les dames parfumées qui sortaient des boutiques de lin et d'argent. Elle s'arrêta devant une galerie d'art, à l'ombre d'un jacaranda. Son cœur battait dans sa gorge. Elle avait peur. Et si Marie s'était trompée? Et si ce n'était qu'un chiffon noir et sale aux yeux du monde? Elle vit s'approcher une femme grande, d'âge mûr, avec cet air inimitable de sophistication européenne. Elle portait des lunettes de soleil de créateur et regardait les boutiques avec un certain ennui. Manon prit une profonde inspiration, ravalant sa honte. « Pardon, madame, dit Manon à voix basse en faisant un pas en avant. La femme s'arrêta et baissa un peu ses lunettes. Elle toisa Manon de haut en bas, remarquant ses chaussures usées. Elle fit un geste pour continuer son chemin, pensant qu'on allait lui demander une pièce.
Je ne veux pas l'aumône, se hâta de dire Manon en lui bloquant doucement le passage. Je veux vous montrer quelque chose. Quelque chose d'unique. Avant que la femme ne puisse protester, Manon déballa le paquet. La lumière du soleil de l'après-midi frappa le tissu, ou plutôt, fut dévoré par lui. Le châle noir se déploya dans l'air. Il ne brillait pas comme du satin bon marché. Il avait une profondeur mate, absolue, hypnotique. Le motif géométrique inspiré du chaos du dessin de Léo créait un jeu d'ombre sur les ombres, une texture qui criait pour être touchée. La femme étrangère s'arrêta net. Son ennui disparut. Elle retira lentement ses lunettes. « Mon Dieu » murmura-t-elle avec un accent parisien. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est de la laine de brebis noire » dit Manon, la voix tremblante de fierté, soignée à l'huile d'olive et tissée à la main sur un métier. La Française tendit une main à la manucure parfaite et effleura le tissu. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle s'attendait à quelque chose de rêche, mais ses doigts rencontrèrent une douceur dense, huileuse mais sèche, chaude et vivante. « C'est incroyable » murmura la touriste. À Paris, on paierait des fortunes pour cette texture. C'est sauvage, c'est primitif et élégant à la fois. La femme regarda Manon dans les yeux, ignorant ses vêtements pauvres. Combien ? Manon n'avait pas pensé à un prix. Elle hésita. Elle pensa aux médicaments pour Marie, aux chaussures cassées de Léo. 300 €, hasarda Manon, une somme qui pour elle était une fortune, craignant d'avoir demandé trop. La Française laissa échapper un petit rire, ouvrit son sac en cuir fin et sortit un portefeuille bien garni. « Ne soyez pas sotte, ma chérie. C'est de l'art, pas de l'artisanat. » La femme compta 5 billets de 100 € et les plaça dans la main de Manon. « 500 » dit la Française en prenant le châle et en le jetant immédiatement sur ses épaules. Le tissu noir tomba sur sa robe beige avec une élégance dramatique. « Et j'ai l'impression de vous voler. Vous avez un don, ma petite. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Manon resta plantée sur la place, les 5 billets lui brûlant la paume de la main. 500 €. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des mois. Elle eut envie de pleurer, de crier, de danser. Elle courut. Elle courut à la pharmacie et acheta les antibiotiques pour la toux de Léo et un sirop pour les poumons de Marie. Elle courut au marché et acheta de la viande fraîche, des légumes, du lait entier, du fromage et des brioches. Elle acheta aussi 2 écheveaux de fil de coton solide pour la chaîne du métier. Elle remonta la colline, chargée de sacs, ayant l'impression de flotter. Ce soir-là, dans la ruine, ce fut la fête. Ils mangèrent du bœuf bourguignon. Léo s'endormit le ventre plein et le sourire aux lèvres. Et Marie, bien que ronchonnant, prit son médicament. C'était la chance du débutant, dit la vieille maîtresse en nettoyant son assiette avec un morceau de baguette. Mais Manon vit comment Marie caressait le métier à tisser dans l'obscurité, en souriant. Cependant, au village, la roue du destin tournait vers le désastre. Ce même soir, la touriste française dînait au Candélabre, le restaurant le plus exclusif de la région. L'endroit était illuminé à la bougie et rempli de la haute société locale. À une table dans un coin dînait Valérie, l'assistante personnelle et bras droit de Monique Legrand. Valérie était une femme ambitieuse aux yeux de faucon, chargée de veiller à ce que personne ne concurrence l'Empire Legrand. Valérie s'ennuyait, jouant avec son verre de vin, quand elle vit entrer la Française. Elle ne regarda pas la femme, elle regarda ce qu'elle portait. Ce châle. Valérie se redressa sur sa chaise. Elle n'avait jamais vu un tel tissu. De loin, on aurait dit du velours, mais il avait un tombé lourd, rustique, et la couleur était d'un noir si profond qu'il absorbait la lumière des bougies environnantes. Il contrastait violemment avec la mode actuelle de la blanche pureté que Monique avait imposée. Valérie se leva, feignant d'aller aux toilettes, et passa près de la table de la touriste. « Quelle pièce exquise » commenta Valérie avec un faux sourire. « C'est importé d'Italie » La Française sourit, flattée. « Non, je l'ai acheté à une artisane locale cet après-midi sur la place. Une jeune fille très pauvre, la pauvrette, mais elle a des mains en or. Elle a dit que c'était de la laine de brebis noire traitée à l'huile. » Le sourire de Valérie se figea. Laine de brebis noire. Huile. Valérie connaissait les rumeurs. Elle savait que Monique avait jeté sa belle-fille avec les déchets. Elle s'approcha un peu plus et fit comme si elle admirait le tissu,
l'effleurant du bout des doigts. Elle le sentit. Sous l'odeur du parfum coûteux de la française, le tissu conservait un arôme très léger, presque imperceptible, mais indubitable pour quelqu'un de l'industrie. Ça sentait la fumée de bois de chêne, et le tissage. Valérie reconnut le motif chaotique. Ce n'était pas fait à la machine. C'était un métier manuel, manié avec une tension furieuse. Merci, dit Valérie en se retirant rapidement. Elle sortit du restaurant dans l'air froid de la nuit et sortit son téléphone portable. Ses doigts composèrent le numéro privé du domaine. Oui, répondit la voix impérieuse de Monique Legrand à la deuxième sonnerie. Madame, dit Valérie en regardant vers la colline sombre où elle savait que vivaient les marginaux. Nous avons un problème. Le rat est toujours en vie. De quoi parles-tu, Valérie? Sois clair. Je viens de voir une touriste avec une pièce incroyable, un châle noir. Madame, c'est la laine noire que vous avez jetée. Mais ça n'a pas l'air d'un déchet. Ça a l'air. Ça a l'air mieux que notre collection. Ça a l'air dangereux. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence froid et chargé de menaces. Es-tu en train de me dire que cette morte de faim vend sur mon territoire? Demanda Monique, la voix baissant d'une octave. Elle vend, madame. Et à prix d'or. La touriste a payé 500 € en espèces. On entendit le bruit d'un verre se brisant contre un mur à l'autre bout du téléphone. Personne ne se moque de moi, siffla Monique. Personne ne transforme mes déchets en or. Valérie, découvre exactement où elle se cache. Demain matin, j'irai personnellement. Si cette petite veut jouer à la créatrice, je vais lui apprendre ce qui arrive à celle qui essaie d'éclipser ma lumière. Valérie raccrocha et sourit. La guerre avait commencé, et elle était dans le camp des gagnants. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Le succès fait du bruit, mais la jalousie a l'ouïe la plus fine du monde. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Manon avait vendu ce premier châle Vantablack à la touriste étrangère. 2 semaines pendant lesquelles Marie et elle avaient travaillé comme des possédés, profitant de chaque gramme de lumière du jour et tissant la laine de Mora et de 2 autres brebis noires que Manon avait réussi à acheter pour une bouchée de pain à un berger voisin. La rumeur courait dans le village. La veuve et la sorcière font de la magie avec les déchets. Ce matin-là, le ciel au-dessus des ruines de la colline des âmes était d'un bleu insolent. Manon teignait un nouveau lot, non pas avec des produits chimiques, mais avec la technique de fixation par l'ombre que Marie lui enseignait, en utilisant des bocs de noix noire pour approfondir encore plus la teinte naturelle. Le bruit d'un moteur puissant rompit la paix de la colline. Ce n'était pas la camionnette déglinguée du boulanger, c'était un rugissement doux, coûteux, d'ingénierie allemande. Manon s'essuya les mains sur son tablier et sortit sur le porche brûlé. Marie, assise dans son fauteuil à bascule, arrêta son tricot. Ça sent le soufre et le parfum français, murmura l'aveugle en plissant le nez. Les voilà. Une automobile noire et brillante, immaculée malgré la poussière du chemin, s'arrêta devant l'entrée. Le chauffeur descendit et ouvrit la portière arrière. De là descendit Monique Legrand. La matriarche des Legrand portait un tailleur-pantalon en lin blanc immaculé, des chaussures à talons qui s'enfonçaient dans la terre meuble et un chapeau à large bord. Elle ressemblait à un ange vengeur ou à un iceberg au milieu du désert. Tiens, tiens, dit Monique en regardant les ruines avec une moue de dégoût, se couvrant le nez avec un mouchoir en soie. C'est donc ici que tu te caches, Manon. Parmi les rats et les cendres. Manon sentit son cœur marteler contre ses côtes, mais elle ne recula pas. Elle se planta devant la porte, bloquant l'entrée de la maison où Léo faisait la sieste. Que voulez-vous, Monique? Il n'y a rien pour vous ici. Monique sourit. Ce n'était pas son sourire cruel habituel. C'était un sourire doux, presque maternel, le plus dangereux de tous. Elle marcha vers Manon, évitant les flaques de boue avec élégance. Je viens te sauver, ma chère. J'ai entendu des rumeurs. On dit que Léo vit comme un sauvage. On dit que tu travailles jusqu'au sang. Monique soupira théâtralement. Je suis une femme dure, Manon, mais je ne suis pas un monstre. La famille, c'est la famille. Je suis venu t'offrir une trêve. Manon plissa les yeux. Une trêve? Reviens au domaine, offrit Monique en ouvrant les bras comme pour l'embrasser. Je te donnerai la maison d'amis dans le jardin. Léo aura son école, ses vêtements propres, ses jouets. Et toi?
Eh bien, j'ai vu ce chiffon noir que tu as vendu. C'est rustique, oui, mais ça a un certain charme primitif qui est à la mode maintenant chez les hipsters friqués. Monique sortit un contrat plié de son sac à main. Je veux t'acheter ta production, Manon. Toute ta production. Nous vendrons tes châles sous la marque Legrand. Ligne nuit, ça sonne bien. Je te paierai un salaire juste. Tu auras une assurance maladie et des repas chauds. Tu n'as qu'à signer ici. Manon regarda le papier. Puis elle regarda Monique. Pendant une seconde, la tentation du confort, d'un lit chaud pour Léo, la fit hésiter. Mais alors, Marie frappa le sol avec sa canne. Lis les petits caractères, ma petite. Gronda l'aveugle depuis l'ombre. Le diable est toujours dans les petits caractères. Manon prit le papier. Ses yeux parcoururent rapidement les clauses. Cède la totalité des droits de conception, de technique et de propriété intellectuelle à Textile Legrand. L'employé renonce à toute réclamation sur la paternité de l'œuvre. Vous voulez me voler? Dit Manon en levant les yeux. La douceur de sa voix avait disparu, remplacée par de l'acier. Vous voulez que je travaille, que je fournisse mes mains et le secret pour que vous puissiez mettre votre étiquette et vous en attribuer le mérite. Vous voulez transformer mon art en votre accessoire. Je t'offre la dignité, espèce d'ingrate, siffla Monique, perdant un peu de son sang-froid. Sans moi, tu n'es personne. Sans ma distribution, tes chiffons pourriront sur cette colline. Je préfère qu'ils pourrissent plutôt qu'ils portent votre nom, répondit Manon en déchirant le contrat en deux, puis en quatre. Elle jeta les confettis de papier aux pieds de Monique. Ma laine noire ne se mélange pas à votre mensonge blanc. Fichez le camp de chez moi. Le visage de Monique changea. Le masque de la grand-mère bienveillante fondit comme de la cire au feu, révélant le démon qui l'habitait. Ses yeux s'injectèrent d'une haine pure. Chez toi? Ricana Monique, un rire aigu et coupant. Ta laine? Tu es si ignorante que tu fais pitié, Manon. Monique claqua des doigts. Du virage de la route, derrière la voiture de luxe, apparurent deux voitures de police municipale. Les sirènes étaient éteintes, mais les gyrophares rouges et bleus tournaient, tachant les murs noirs de la ruine de couleurs violentes. Qu'est-ce que c'est? Cria Manon en reculant vers Marie. C'est la loi, dit Monique en sortant un autre papier de son sac. Celui-ci avec des sceaux officiels. Cette brebis, la fameuse Mora, était la propriété du domaine des tisserands. Elle a ma marque à l'oreille. Tu l'as emportée sans autorisation écrite. Ça s'appelle du vol de bétail, Manon. Et selon la loi, tout produit dérivé d'un bien volé appartient au propriétaire d'origine. Vous me l'avez donné. Hurla Manon, sentant le monde basculer. Vous me l'avez jeté comme un déchet. As-tu un reçu? Un acte de donation? Demanda Monique avec moquerie. Je ne pense pas. Pour la loi, tu es une voleuse qui s'est enfuie avec du bétail de ma propriété. 3 officiers corpulents descendirent des voitures. L'un d'eux était le commandant Nicolas, connu pour accepter les pots de vin des Legrand. Procédez, ordonna Monique en montrant l'intérieur de la ruine. Saisissez tout. La brebis, la laine, le métier à tisser et tout tissu terminé. Ce sont des preuves. Non. Hurla Manon en se jetant contre les policiers. C'est mon travail. C'est la nourriture de mon fils. Un officier la poussa violemment, la jetant sur le sol en terre. Léo sortit en courant de la pièce en criant « Maman ! Maman !» Mais Marie l'attrapa par le bras pour qu'il ne soit pas frappé. Manon, depuis le sol, la bouche pleine de poussière, vit son cauchemar devenir réalité. Elle vit les policiers entrer dans son sanctuaire. Elle entendit le bruit du bois se brisant quand ils sortirent le métier à tisser de force, le traînant sans ménagement. Elle vit comment ils sortaient les sacs de laine noire traitée, cette laine qu'elle avait lavée avec des larmes et de l'huile, et les jetaient dans la benne de la voiture de police comme des sacs poubelles. Et le pire de tout, elle vit comment ils sortaient Mora. La brebis bêlait de terreur, ses sabots glissant sur la terre tandis qu'un policier la tirait par le cou avec une corde. Mora! Cria Léo, pleurant de manière inconsolable. Monique s'approcha de Manon qui essayait de se relever. La matriarche se pencha pour que leur visage soit à quelques centimètres. Je t'avais dit que la laine noire ne servait à rien, murmura Monique avec venin.
Mais si tu dis qu'elle vaut de l'or, alors c'est mon or. Je vais brûler ce métier à tisser, Manon, et je vais tondre cette brebis jusqu'au sang pour faire mes manteaux. Et toi, tu vas rester ici dans la misère, à regarder comment je triomphe avec ce que tu as créé. Commandant, cria Monique. Si la vieille aveugle essaie de vous arrêter, arrêtez-la pour complicité. Ça ne se passera pas comme ça, sanglota Manon en voyant qu'on lui enlevait toute sa vie. C'est déjà fait, répondit Monique en se retournant et en montant dans sa voiture climatisée. Les voitures de police démarrèrent, soulevant un nuage de poussière qui asphyxia Manon. Elle resta là, allongée sur la terre, sans laine, sans outils, sans brebis et sans argent. Il ne lui restait que les pleurs de son fils et la main osseuse de Marie qui serrait son épaule avec une force surprenante. « Lève-toi » dit l'aveugle d'une voix qui ne tremblait pas, une voix qui promettait des tempêtes. « Ils nous ont pris la laine, Manon. Mais ils ont commis une erreur stupide. Ils nous ont laissé les mains. Et tant que nous aurons des mains, la guerre n'est pas terminée. » Le silence qui suivit le départ des voitures de police fut pire que les cris. Ce n'était pas un silence de paix, c'était le silence d'un cimetière après un pillage. L'air ne sentait plus la campagne et la pluie propre. Il sentait l'essence brûlée et la bile amère de la défaite. Manon resta à genoux sur le sol, les mains vides, le regard perdu sur le chemin par où sa vie était partie. Ils avaient tout pris. Le métier à tisser qu'elle avait réparé avec son sang, les sacs de laine qu'elle avait lavés avec ses larmes. Mora, sa fidèle compagne, le seul héritage vivant de Stéphane. Maudit soit-il, murmura-t-elle en frappant la terre du poing. Maudits soient-ils tous. Dans son dos, on entendit un bruit sourd, comme celui d'un sac d'os tombant au sol. Marie, cria Manon en se retournant. La vieille femme s'était effondrée à côté de son fauteuil à bascule. Son visage, toujours pâle, avait maintenant une teinte grisâtre, cireuse, comme une bougie éteinte. Elle se serrait la poitrine d'une main osseuse, cherchant de l'air. La fureur avait été trop forte pour son cœur fatigué. Manon courut vers elle et la prit dans ses bras. Le corps de la maîtresse pesait si peu qu'il semblait fait d'oiseaux séchés et de vieux vêtements. « Respirez, maîtresse, s'il vous plaît, respirez » supplia Manon en la traînant vers le seul coin de la ruine qui avait encore un morceau de toit et un matelas de paille. Marie ouvrit ses yeux aveugles qui bougeaient de manière erratique. Là. La sorcière blanche. Halta Marie avec un sifflement dans la poitrine. Elle m'a volé mon air, Manon. J'ai froid. Ne parlez pas. Gardez vos forces. Manon la couvrit de son propre corps, car elle n'avait plus de couverture. Celle qu'elle avait tissée avait été emportée comme preuve. La nuit tomba sur les ruines comme une dalle de plomb. Il faisait froid, un froid qui pénétrait jusqu'à la moelle. Sans la chaleur de Mora, sans les couvertures de laine, ils étaient exposés. Léo se blottit contre Marie pour lui donner de la chaleur, tremblant. Manon se leva, mue par un désespoir agité. Elle marcha dans l'atelier détruit sous la lumière de la lune. Les policiers avaient été cruels. Ils n'avaient pas seulement pris des choses, ils avaient cassé ce qui ne leur servait pas. Les bols en terre cuite avec la teinture de noix étaient en morceaux, tachant le sol d'un liquide noir qui ressemblait à du sang coagulé. Ils avaient piétiné le peu de nourriture qu'ils avaient. C'est fini, pensa Manon. Cette fois, ils ont vraiment gagné. Elle s'appuya contre un mur de pierre à moitié effondré et ses doigts effleurèrent une fissure profonde entre deux gros rochers, cachés par un lierre sec. Elle s'arrêta. Son cœur fit un bond. La police avait fouillé dans les sacs, sur le sol, dans le métier à tisser, mais ils n'avaient pas fouillé dans les murs. Le pouls accéléré, Manon plongea la main dans le trou sombre. Ses doigts touchèrent quelque chose de doux. Du velours. Elle sortit un petit sac en tissu violet, vieux et usé. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, intact, brillait le trésor. C'était le fil de nuit. Pendant les nuits où elle ne pouvait pas dormir, Manon avait filé la fibre la plus fine, la plus douce, celle qu'elle prélevait sur le cou des brebis noires, là où le poil était le plus délicat. Elle l'avait filé si fin qu'il ressemblait à des cheveux d'ange sombre. Elle n'avait réussi à faire qu'à peine 3 pelotes, 3 petites boules d'un fil si parfait qu'il semblait liquide. Elle l'avait caché là pour le protéger de l'humidité et, sans le savoir, l'avait sauvé des vautours. Manon serra les pelotes contre sa poitrine et laissa échapper un rire hystérique qui ressemblait plus à un sanglot.
J'ai le fil, sanglota TL en tombant à nouveau à genoux. J'ai le meilleur fil du monde, mais à quoi ça me sert? Ils ont pris le métier, ils ont pris les aiguilles, la navette, tout. Elle regarda les pelotes noires. Elles étaient inutiles sans outils. Elle ne pouvait pas tisser avec ses doigts en l'air. L'impuissance la frappa à nouveau. Elle avait la matière première pour un chef-d'œuvre, mais elle n'avait aucun moyen de le créer. C'était comme avoir la meilleure peinture du monde et n'avoir ni pinceau ni toile. Maman. La voix de Léo la tira de sa spirale de douleur. L'enfant se tenait à ses côtés. Dans ses petites mains sales, il tenait quelque chose. Qu'y a-t-il, Léo? Va t'occuper de Marie. J'ai trouvé ça dehors, dit l'enfant en tendant les mains. Ce sont des branches de l'arbre brûlé. Celles qui sont dures. Manon regarda les bâtons. C'étaient 2 branches de chêne droites et fermes qui avaient survécu à l'incendie de la demeure des années auparavant. Le bois était durci par le feu, dur comme du fer. Pourquoi ça, mon amour? Demanda Manon sans comprendre. Léo s'assit par terre et sortit de sa poche une pierre tranchante. Avec des mouvements maladroits mais décidés, il commença à gratter la pointe de l'une des branches. Mamie Monique t'a pris la grande machine, dit Léo, concentré sur sa tâche. Elle a dit que sans la machine, tu n'es rien. L'enfant souffla la sueur et montra à Manon la pointe de la branche. Elle était aiguisée, on aurait dit une aiguille géante. Il fit de même avec l'autre. Mais tu m'as appris qu'avant la machine, il y avait les grands-mères, continua Léo en levant les yeux. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, impropre à un enfant de 6 ans. Il tendit les 2 baguettes de bois noir à sa mère. Manon prit les branches. Elles étaient grossières, elles étaient primitives. Mais en les tenant, ses mains se souvinrent de quelque chose. Le métier à tisser était pour tisser des tissus plats. Mais avec 2 aiguilles. Avec 2 aiguilles, on pouvait tricoter. On pouvait créer une forme, on pouvait créer un corps. Léo posa sa petite main sur la main blessée de Manon. Maman, murmura l'enfant avec fermeté, ils nous ont tout pris, mais nous avons encore tes mains. Manon regarda les aiguilles improvisées, regarda le fil de nuit, puis regarda vers le coin où Marie respirait difficilement, s'accrochant à la vie par pure rancune. Une étincelle s'alluma dans la poitrine de Manon. Ce n'était pas de l'espoir. C'était quelque chose de plus chaud et de plus dangereux. C'était la vengeance. Tu as raison, mon fils, dit Manon en s'essuyant les larmes du revers de la main. Elle serra les baguettes de chêne jusqu'à les sentir comme une extension de ses os. Nous avons mes mains. Et avec ses mains, nous allons tricoter un linceul pour son empire. La vieille radio que Léo avait réussi à cacher dans une marmite vide quand la police était arrivée était leur seul lien avec le monde extérieur. Manon et Marie écoutaient les nouvelles dans la pénombre de la ruine, à peine éclairée par une bougie de suif qui vacillait avec le vent s'infiltrant par les murs brisés. Et tout le pays a les yeux rivés sur l'événement de l'année, disait la voix criarde du commentateur. Le grand concours national de la mode se tiendra ce samedi au centre de congrès. Le thème de cette année, choisi par la présidente du jury, l'incomparable Monique Legrand, est « Renaissance ». On s'attend à ce que Madame Legrand présente sa pièce maîtresse pour clôturer le défilé, une ode à la lumière et à la vertu. Marie laissa échapper un rire sec depuis son lit de paille. Un rire qui se termina par une quinte de toux douloureuse. « Renaissance », murmura la vieille femme en crachant dans un mouchoir sale. Cette femme ne sait pas ce que c'est que de renaître. Elle n'est jamais morte. Pour renaître, il faut d'abord brûler jusqu'aux fondations. Comme cette maison. Comme toi. Manon était assise par terre, les jambes croisées. Dans ses mains, elle tenait les 2 baguettes de chêne noir que Léo lui avait taillées. Sur ses genoux reposaient les pelotes du fil de nuit, cette laine noire super fine qu'elle avait sauvée du pillage. « J'y vais, dit Manon. Ce n'était pas une question, c'était une sentence. « Où ça? Au concours ?» demanda Marie d'une voix faible. « Avec quelle invitation? Avec quelle robe? Ils t'ont pris le métier, ma petite. » J'ai mes mains, répondit Manon en frappant doucement les aiguilles de bois l'une contre l'autre. Tac, tac. Le métier fait des tissus plats, rigides. Mais le tricot. Le tricot crée une seconde peau. Je peux faire quelque chose que Monique n'a jamais vu. Quelque chose qui ne couvre pas le corps,
mais qui le révèle. Marie tourna la tête sur son oreiller. Ses yeux aveugles semblaient regarder au-delà du toit brisé, vers un passé de gloire. « Si tu vas à la guerre, tu ne peux pas y aller juste avec de la laine, murmura la maîtresse. Tu as besoin d'une armure. Cherche sous mon lit. Il y a une boîte en fer blanc rouillé. Les policiers ne l'ont pas prise parce qu'ils pensaient que c'était de vieux biscuits. Manon chercha la boîte. Elle eut du mal à l'ouvrir. La rouille avait scellé le couvercle. Quand il céda enfin, elle vit quelque chose qui brillait faiblement au fond. C'étaient des bobines de fil d'argent. Mais ce n'était pas de l'argent brillant et neuf. C'était de l'argent ancien, terni par le temps, presque gris, avec des taches sombres d'oxydation. C'est de l'argent sterling, expliqua Marie. Je l'ai gardé il y a 40 ans pour ma robe de mariée. Je ne me suis jamais mariée. Il est devenu vieux et laid, comme moi. Utilise-le. Mélange-le à ta laine noire. Fais en sorte que l'obscurité ait des dents. Manon prit l'argent et le fil noir. Elle commença à tricoter. Ce n'était pas un travail délicat de broderie. C'était une construction architecturale. Manon tricotait avec fureur, avec faim, avec douleur. Les aiguilles de chêne étaient épaisses et laissaient la maille ouverte, organique, comme un filet de pêcheur ou une toile d'araignée déchirée. Elle mélangea la laine noire douce et huileuse avec le fil d'argent vieux et rêche. Le résultat était troublant. Le tissu ne brillait pas, il scintillait. On aurait dit de la roche volcanique avec des veines de minerai brut. On aurait dit de la cendre durcie. Elle travailla pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt. Ses doigts se couvrirent d'ampoules à cause du bois dur des aiguilles, mais elle ne sentait pas la douleur. Léo lui donnait de l'eau à la bouche et lui essuyait la sueur du front. Marie empirait d'heure en heure. Sa respiration devenait un râle bruyant, comme si ses poumons étaient pleins de verre brisé. Mais elle refusait de mourir. Continue, murmurait la vieille femme chaque fois que Manon s'arrêtait pour la voir. Ne t'arrête pas. Le diable attend, mais je lui ai dit que je ne partirai pas avant d'avoir vu cette œuvre terminée. La robe commença à prendre forme. Elle n'avait pas de couture. C'était une seule pièce tubulaire qui épousait le corps, avec des manches longues qui couvraient les doigts et un col haut qui montait jusqu'au menton comme une armure médiévale. Le dos, cependant, était complètement découvert. Un abîme de peau nue encadré par la laine noire et l'argent sale. C'était le vendredi soir. Il ne restait que quelques heures avant le concours. La tempête faisait rage dehors, comme la nuit où Manon avait été expulsée. « C'est prêt » dit Manon en coupant le dernier fil avec ses dents. Elle souleva la robe. À la lumière de la bougie, le vêtement semblait respirer. Il pesait. Il pesait comme un péché. Il était terrifiant et magnifique. C'était l'incarnation de la brebis noire. Manon s'approcha du lit de Marie avec la robe dans les bras pour qu'elle puisse la toucher. « Maîtresse » appela-t-elle doucement. « Touchez. C'est fini. » Marie leva une main tremblante. Ses doigts froids, presque bleus, parcoururent la texture rugueuse de la laine et le froid métallique de l'argent. Un lent sourire se dessina sur le visage de la vieille femme. Un sourire de paix absolue. « Ça pique » murmura Marie. « C'est rêche. C'est parfait. Ça va leur écorcher les yeux, à tous ces hypocrites. » Marie prit la main de Manon et la serra avec une force surprenante pour une mourante. « Écoute-moi bien, Manon. Monique croit que le blanc est le pouvoir parce qu'il reflète la lumière. Mais tu vas lui apprendre que le noir est le pouvoir parce qu'il l'avale. Le noir, c'est la fin de tout. C'est le silence final. » La vieille femme toussa, une convulsion qui secoua son corps fragile. Sa poitrine se souleva et s'abaissa une dernière fois avec un bruit humide. « Fais-le » dit Marie avec son dernier souffle, sa voix à peine un filet de fumée. « Fais en sorte que la brebis noire mange le loup blanc. Mange-les tous. » La main de Marie se relâcha. Sa tête tomba sur le côté. Ses yeux aveugles restèrent fixés sur le néant, mais le sourire de satisfaction resta figé sur ses lèvres. Manon ne cria pas, ne pleura pas. La douleur était si grande qu'elle ne tenait plus dans son corps, alors elle la déversa entièrement dans la robe qu'elle tenait. Elle ferma doucement les yeux de sa maîtresse, baisa son front froid. « Je te le jure, Marie » dit Manon à l'obscurité tandis que la bougie s'éteignait, les laissant dans les ténèbres. « Demain,
tu seras au premier rang. Elle se leva dans le noir. Elle n'était plus Manon la veuve triste. Elle n'était plus la mère désemparée. Elle était maintenant la guerrière que Marie avait sculptée à coups de ciseaux. Elle prit la robe qui semblait vibrer de l'énergie de la mort et de la vie, et la cacha au fond du seau de linge sale qu'elle utiliserait pour s'infiltrer. La vengeance était tricotée. Il ne restait plus qu'à l'enfiler. Le centre de congrès brillait comme un joyau de cristal au cœur de la ville. Les limousines s'entassaient à l'entrée principale, crachant des célébrités, des politiciens et des journalistes avides de glamour. Les flashs des appareils photo éclataient comme des éclairs artificiels, illuminant le tapis rouge où tout n'était que sourire faux et dents blanchies. Mais Manon n'entra pas par là. Elle entra par la porte de service, par où l'on sortait les poubelles et rentrait les caisses de nourriture. Elle portait un uniforme gris de femme de ménage, de taille trop grand, volé sur une corde à linge le matin même. Elle avait les cheveux attachés sous une charlotte et le visage fatigué, cerné, invisible. Personne ne regarde la femme de ménage. C'est la règle numéro 1 de la société. Les gens qui nettoient font partie du mobilier, des fantômes avec des balais. Manon poussait un chariot de blanchisserie aux roues grinçantes. Dans un seau en plastique jaune, sous un tas de serviettes sales et de chiffons sentant le chlore, se trouvait la bombe. Se trouvait la robe. Identification, aboya un garde de sécurité à la porte de service, sans même lever les yeux de son téléphone. Je suis la remplaçante pour le service de nuit, murmura Manon en baissant la tête. Madame Martha est tombée malade. Le garde lui fit un geste las de la main. Passe. Et dépêche-toi d'aller aux toilettes du deuxième. Quelqu'un a vomi du champagne. Manon franchit le seuil. Elle était à l'intérieur. Le bruit de l'événement était assourdissant, même dans les couloirs de service. La musique techno résonnait dans les murs. Manon avança dans le labyrinthe de couloirs en béton, évitant les serveurs qui couraient avec des plateaux de canapés et les stylistes stressés qui poussaient des portants de vêtements. À chaque coin, des moniteurs de télévision diffusaient ce qui se passait sur la scène principale. Et elle était là. Monique Legrand remplissait les écrans. Elle était interviewée en direct. Elle portait une robe de soie blanche immaculée qui la faisait ressembler à une sainte moderne. L'inspiration pour ce soir est la pureté, disait Monique de sa voix de velours empoisonné. Nous vivons des temps sombres, et la mode doit être un phare de lumière. Ma collection Renaissance n'admet aucune tache, aucune erreur. C'est la perfection absolue. Manon serra la poignée du chariot jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Perfection absolue, pensa-t-elle avec rage. Cette perfection était construite sur le cadavre de Marie et la fin de Léo. Elle continua d'avancer. Son objectif était l'éloge principal. Elle devait trouver le moment, l'endroit. Mais le destin, capricieux comme toujours, lui mit un obstacle. En tournant un coin près de la zone VIP, un chef de la sécurité, un homme énorme avec une oreillette et un visage de bulldog, lui bloqua le passage. « Et, vous » cria l'homme. Manon se figea. Le chariot s'arrêta. « Où croyez-vous aller avec ce seau sale » demanda le garde en s'approchant dangereusement. « Cette zone est restreinte. Uniquement le personnel autorisé et les mannequins. On m'a envoyé chercher des serviettes dans les loges, improvisa Manon, la voix tremblante. Je ne suis pas au courant, dit le garde en regardant le seau jaune avec suspicion. Voyons voir, ouvrez ça. On ne veut pas qu'une fanatique folle se faufile ou apporte une bombe. Le cœur de Manon cessa de battre. S'il ouvrait le seau, il verrait la robe. Il verrait la laine noire et l'argent vieilli. Monique la reconnaîtrait instantanément. Ce serait la fin. Ce n'est que du linge sale, monsieur. Ça sent mauvais, tenta-t-elle de le dissuader. Le garde tendit la main vers les serviettes qui couvraient la robe. J'ai dit d'ouvrir. Manon ferma les yeux, s'attendant au désastre. Laissez-la tranquille, imbécile. La voix résonna dans le couloir comme un coup de feu. Le garde s'arrêta net et se retourna. Là, appuyé contre le cadre de la porte d'une loge, se tenait Chloé. Chloé était le mannequin le plus célèbre du pays, la star qui devait clôturer le défilé de Monique. Mais elle n'avait pas l'air d'une star. Son mascara avait coulé à cause des larmes et elle tenait une cigarette interdite avec des mains tremblantes. Elle portait la robe principale de la collection de Monique,
une meringue de tulle blanc pompeuse et ridicule qui la faisait ressembler à un gâteau de mariage bon marché. Mademoiselle Chloé, balbutia le garde, intimidé. Je ne fais que mon travail. Cette femme vient nettoyer ma salle de bain parce que je l'ai demandé, mentit Chloé avec arrogance en soufflant la fumée. Je viens de vomir cette saloperie de régime qu'on m'oblige à suivre. Tu veux entrer toi-même nettoyer mon vomi, ou tu la laisses passer? Le garde fit une grimace de dégoût et recula. Passez, mais vite. Manon n'attendit pas. Elle poussa le chariot et entra dans la loge de Chloé, fermant la porte à clé derrière elle. La loge était un chaos de maquillage et de fleurs. Chloé se laissa tomber sur un canapé en cuir, sanglotant à nouveau, ignorant la femme de ménage. Merci, murmura Manon en retirant sa charlotte et en détachant ses cheveux bruns. Chloé leva les yeux, surprise par le changement de ton. Je ne l'ai pas fait pour toi, renifla le mannequin en s'essuyant les larmes avec rage, tachant l'immaculée robe blanche de noir. Je l'ai fait parce que je déteste ce gorille, et je déteste cet endroit, et je déteste la sorcière de Monique. Manon resta immobile. Pourquoi la détestez-vous? Vous êtes sa star. Je suis son mannequin, cracha Chloé en se levant et en arrachant un morceau de tulle. Il y a 10 minutes, elle est entrée ici et m'a dit que j'avais l'air grosse. Grosse. Elle a dit que cette robe était vulgaire sur moi parce que mes hanches sont trop larges. Elle m'a menacé de ruiner ma carrière si je ne perdais pas 2 kilos pour le défilé final. Elle veut que je sorte là-bas et que je souris pendant qu'elle m'humilie. Chloé se regarda dans le miroir avec dégoût. Regarde-moi. J'ai l'air d'une communiante gonflée. Ce n'est pas de la mode. C'est un déguisement. Manon regarda le mannequin. Elle vit la rage dans ses yeux. Elle vit le même feu qu'elle avait vu dans les yeux de Marie. Alors, enlevez-le, dit Manon calmement. Chloé éclata d'un rire amer. Et sortir nue? C'est ce qu'elle voudrait. Un scandale pour vendre plus de journaux. Non, dit Manon en se dirigeant vers le seau jaune. Elle enleva les serviettes sales. L'odeur de laine brute, d'huile d'olive et d'argent ancien emplit la pièce, chassant l'odeur de laque et de parfum bon marché. Manon sortit la robe. Elle la souleva dans les airs. Sous les lumières vives de la loge, le vêtement ressemblait à un trou noir dans la réalité. La laine noire et l'argent terni créaient une texture qui semblait être de la peau de dragon, de la cendre et de la nuit. C'était violent, c'était majestueux. Chloé cessa de pleurer. Elle resta bouche bée. Qu'est-ce que c'est? Demanda le mannequin en s'approchant, comme hypnotisé. C'est l'antithèse de la pureté, répondit Manon. C'est la robe de la brebis noire. Ça pique, ça gratte, ça pèse. Ce n'est pas fait pour être joli, Chloé. C'est fait pour être invincible. Chloé tendit la main et toucha la laine rêche et les fils d'argent. Elle frissonna. Qui êtes-vous? Demanda le mannequin en regardant Manon dans les yeux. Je suis la femme à qui Monique a tout pris, dit Manon. Et ce vêtement est ma vengeance. Si vous le portez, vous ne serez pas un mannequin défilant des vêtements. Vous serez une déclaration de guerre. Chloé regarda son triste reflet dans le miroir, vêtu de blanc, humilié. Puis elle regarda la robe noire que Manon tenait comme une épée. Un sourire malicieux, lent et dangereux, apparut sur les lèvres du mannequin. Elle commença à déboutonner la robe blanche de Monique. « Donnez-la-moi » ordonna Chloé. « On va mettre le feu à ce podium. » Le salon principal du centre de congrès s'était transformé en un temple aveuglant. Fidèle à son obsession, Monique Legrand avait ordonné de tout couvrir de blanc. Le podium était une langue de marbre blanc. Les chaises des invités étaient recouvertes de satin blanc, et des milliers de lys blancs, comme ceux de l'enterrement de Stéphane, ornaient les murs, exhalant leur parfum funèbre et doux qui donnait le vertige aux participants. La musique était douce et inoffensive, une mélodie de piano générique qui ne dérangeait personne. Les mannequins défilaient comme des fantômes anorexiques, enveloppés dans des soies et des dentelles immaculées. La collection blanche pureté était exactement ce que Manon avait craint, ennuyeuse, répétitive et sans risque. Mais c'était la collection des Legrand, alors le public applaudissait. Les critiques de mode prenaient des notes dans leurs carnets avec des airs d'ennui, mais hochaient la tête. Personne n'osait critiquer la reine. Monique observait depuis une loge surélevée, buvant un verre d'eau minérale. Elle se sentait intouchable.
Elle avait écrasé la concurrence, effacé sa belle-fille de la carte et confisqué la laine rebelle. Le monde était blanc et sous son talon. Et maintenant, annonça le présentateur d'une voix maniérée, pour clore ce magnifique événement, la pièce maîtresse de la collection, l'incarnation de la vertu féminine. Avec vous, la top modèle Chloé, portant la robe d'épouse éternelle. Monique se pencha en avant, souriant triomphalement. Elle s'attendait à voir la meringue de tulle, l'explosion de blancheur qui confirmerait sa domination. Mais Chloé ne sortit pas. La musique de piano continua en boucle pendant 10 secondes, 20 secondes, créant un malaise. Le public commença à murmurer. Monique fronça les sourcils et attrapa sa radio. Que se passe-t-il? Siffla-t-elle dans le microphone. Pourquoi cette idiote ne sort-elle pas? Je ne sais pas, madame, répondit la voix paniquée de Valérie. On ne la trouve pas. Elle s'est enfermée dans sa loge. Soudain, le son changea. Un crissement aigu, violent, déchira l'air. Quelqu'un avait débranché le système audio principal. Le piano mourut. Puis les lumières s'éteignirent. Ce ne fut pas une panne progressive, ce fut un coup. Les projecteurs qui baignaient le podium de lumière blanche s'éteignirent d'un coup, plongeant la salle dans une obscurité totale. Les murmures du public se transformèrent en cris de surprise et de peur. Qu'est-ce que c'est? Allumez les lumières! Hurla Monique en se levant. Dans l'obscurité, une musique commença à jouer. Ce n'était pas du piano, ce n'était pas de la techno. C'était un violon. Un solo de violon brut, lent et douloureux. On aurait dit du vieux bois qui craque, le vent qui hurle dans une ruine, les pleurs d'une mère. C'était une mélodie qui donnait la chair de poule, triste et furieuse à la fois. Un unique projecteur s'alluma au bout du podium. Mais ce n'était pas une lumière blanche et diffuse. C'était un spot zénithal, dur et concentré, qui créait un cercle de lumière crue sur le sol. Et là, au centre du cercle, se tenait Chloé. Mais ce n'était pas la Chloé que tout le monde connaissait. Elle avait les cheveux lâchés, sauvages, lui tombant sur le visage. Elle s'était arraché les fossiles. Elle était pieds nus. Et elle portait la robe. Un cri étouffé parcourut la salle. 1000 personnes retinrent leur souffle en même temps. La robe n'était pas un vêtement, elle semblait être une blessure dans la réalité. La laine noire, cette laine de rebut soignée à l'huile, absorbait la lumière du projecteur avec une voracité terrifiante. Il n'y avait aucun éclat dans le tissu, seulement une profondeur abyssale, un noir ventablac qui faisait ressembler le mannequin à une silhouette découpée sur le vide. Mais alors, Chloé fit un pas. En bougeant, le tissu prit vie. Les fils d'argent vieillis, ceux que Marie avait gardés pendant 40 ans, capturèrent la lumière. Ils ne brillaient pas comme des diamants vulgaires. Ils scintillaient comme des éclairs dans une tempête nocturne, comme des veines de mercure courant sur de la roche volcanique. La texture était brutale. Face à la douceur hypocrite de la soie blanche qu'ils avaient vue pendant 1 heure, cette robe était agressive. On voyait les nœuds, on voyait la tension des aiguilles en bois, on voyait le sang et la sueur. Chloé ne marcha pas avec la démarche coquette d'un mannequin. Elle marcha à pas lourds, fort, plantant ses pieds nus sur le marbre comme si elle voulait le briser. La musique du violon monta en intensité, devenant une plainte déchirante. Chloé avança sur le podium. La robe bougeait avec elle, lourde et organique. Le col lui donnait un air de royauté guerrière. Le dos découvert montrait sa colonne vertébrale, vulnérable et humaine. « Mon Dieu !» murmura la rédactrice en chef du plus important magazine de mode du pays, assise au premier rang. « C'est dévastateur. » Personne ne regardait les lys blancs, personne ne se souvenait de la collection de Monique. Tous les yeux étaient rivés sur cette apparition sombre qui défiait tout ce que l'événement représentait. Monique, depuis sa loge, sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle reconnut la couleur, la texture. C'était la laine des brebis noires. C'était le déchet qu'elle avait jeté dans la boue, mais transformé en une œuvre d'art qui faisait ressembler sa collection à des déguisements de carnaval. La haine l'aveugla, l'envie lui brûla la gorge plus que de l'acide. Chloé arriva au bout du podium, juste en face des photographes qui, sortant de leur stupeur, commencèrent à déclencher leurs appareils photo comme des fous. Les flashs illuminaient la robe, faisant exploser l'argent oxydé en éclats fantomatiques. Le mannequin s'arrêta, leva les yeux directement vers la loge de Monique, et sourit.
Pas un sourire de podium. Un sourire de loup qui vient de chasser. Monique ne put plus le supporter. L'humiliation était publique. Le rat était entré dans son palais. La matriarche perdit le sang-froid qu'elle avait maintenu pendant 60 ans. Elle se pencha sur la balustrade de la loge, le visage déformé par la colère, et cria d'une voix qui brisa le charme magique du moment, « C'est mon tissu !» Voleuse. Le cri résonna dans la salle, faisant même taire le violon. Sécurité. Hurla Monique en montrant le podium d'un doigt tremblant couvert de bijoux. Arrêtez cette femme. Cette robe est la propriété des Legrand. C'est de la laine volée. Le public se tourna vers la loge, horrifié par la scène. L'élégante Monique Legrand criait comme une folle. Chloé ne bougea pas. Elle resta là, statique, majestueuse dans son armure de laine noire et d'argent, tandis que 3 gardes de sécurité couraient maladroitement sur le podium vers elle. Mais avant qu'ils ne puissent lui mettre la main dessus, une petite silhouette sortit de l'ombre des coulisses. Elle portait un uniforme de nettoyage gris, grand et laid. Elle avait les cheveux lâchés et les mains rouges, pleines de cicatrices. Elle tenait à la main un microphone qu'elle avait arraché au technicien du son. C'était Manon. Elle marcha jusqu'à se placer devant Chloé, protégeant sa création de son propre corps. Les gardes s'arrêtèrent, confus de voir une femme de ménage au milieu de la scène. Manon leva les yeux vers la loge, cherchant le regard de sa belle-mère. Elle leva le microphone. Sa main ne tremblait pas. « Ce n'est pas votre tissu, Monique, » dit Manon, et sa voix amplifiée retentit dans chaque recoin de la salle, claire et ferme comme une sentence. « Le tissu appartient à celui qui le tisse. Et vous? Vous ne savez pas tisser. Vous ne savez que couper. » Le silence qui suivit la déclaration de Manon était plus lourd que le plomb. Dans un événement où chaque seconde était chorégraphiée, l'improvisation était un crime, mais la vérité était un cataclysme. Monique Legrand ne resta pas dans sa loge. Elle descendit les escaliers de côté, trébuchant sur sa robe de soie, bousculant les serveurs, le visage décomposé par une fureur qui effaçait des années de chirurgie et de maintien. « Éteignez ce micro !» criait-elle en avançant vers le podium comme un taureau blessé. « Sortez-la de là. C'est une intruse. C'est la femme de ménage. » Les gardes de sécurité hésitèrent. Ils regardaient Monique, hystérique et rouge de colère, puis Manon, debout avec une dignité tranquille, vêtue de l'uniforme gris d'une domestique, protégeant le mannequin qui portait la pièce la plus saisissante qu'ils aient jamais vue. Manon ne recula pas. Elle serra le microphone avec ses mains marquées. Elle savait qu'elle n'avait que quelques minutes avant qu'on ne lui coupe le son ou qu'on ne la traîne dehors. « Oui, je suis la femme de ménage, » dit Manon, et sa voix résonna, calme, au-dessus des murmures de la foule. « Parce que c'est ce que vous faites avec les gens qui vous dérangent. Vous nous balayez, vous nous jetez à la poubelle. » Monique arriva au bord du podium, haletante. Elle essaya de monter, mais sa jupe étroite l'en empêcha, la laissant dans une position ridicule, agrippée au bord de marbre. « Tu es une voleuse. » glapit Monique en montrant la robe noire. « Cette laine est à moi. Cet argent est à moi. » Manon marcha jusqu'au bord de la scène et regarda sa belle-mère de haut. « Non, Monique. Cette laine, c'est ce que vous avez jeté dans la boue il y a 6 mois, » répondit Manon en se tournant pour faire face aux caméras qui diffusaient en direct dans tout le pays. « Mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici n'est pas un tissu importé. C'est la laine des brebis noires que la famille Legrand méprise. C'est le déchet avec lequel on m'a chassé de chez moi sous une tempête, avec mon fils de 6 ans dans les bras. » Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Les journalistes commencèrent à taper frénétiquement sur leur téléphone. La diffusion en direct était inondée de commentaires. « Elle ment !» hurla Monique en frappant le sol de la scène avec la paume de sa main. « C'est une droguée. Elle a volé la brebis. Elle m'a donné un métier à tisser cassé et un sac de laine sale pour m'humilier, » continua Manon, ignorant les cris de la matriarche. Elle pensait que nous mourions de froid. Mais elle ne savait pas que l'obscurité a sa propre chaleur. Elle ne savait pas que quand on lave la laine noire avec des larmes et de l'huile, elle devient plus forte que l'acier. Manon montra la robe que Chloé portait avec fierté. Cette robe n'est pas faite que de fils. Elle est faite du dernier souffle de Marie Dubois. En entendant ce nom, plusieurs créateurs vétérans au premier rang se levèrent, choqués.
Marie Dubois était une légende disparue. Oui, acquiesça Manon, la voix se brisant pour la première fois. La grande Marie est morte hier dans une ruine brûlée, sans médicaments, parce que la police de cette dame nous a tout confisqué. Ils nous ont pris la nourriture, ils nous ont pris les outils. Mais Marie m'a appris quelque chose avant de mourir. Elle m'a appris que le luxe, ce n'est pas la fausse blancheur qui cache les taches. Le luxe, c'est la vérité. Monique, voyant qu'elle perdait le contrôle de l'auditoire, réussit à monter sur le podium avec l'aide d'un garde obséquieux. Elle se jeta sur Manon, les ongles longs et peints en rouge prêts à griffer, à lui arracher le micro, à faire taire cette voix qui démolissait son empire. « Tais-toi, morte de faim !» hurla Monique en attrapant violemment le bras de Manon. Chloé, le mannequin, fit un pas en avant pour défendre Manon, mais Manon n'eut pas besoin d'aide. Elle se dégagea de l'emprise de Monique d'un mouvement brusque et ferme. Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Manon lâcha le microphone, le laissant tomber au sol avec un bruit sourd, et leva ses deux mains en l'air. Elle les plaça sous le faisceau de lumière zénitale, juste à côté du visage parfait et maquillé de Monique. « Regardez !» cria Manon à pleine voix, sans micro, mais avec la force du tonnerre. Les caméras firent un zoom. Sur les écrans géants de la salle apparurent les mains de Manon. C'étaient des mains de travailleuse. Elles étaient rouges, enflées. Elles avaient des coupures profondes sur les jointures, causées par les aiguilles en bois. Elles avaient des cales dures au bout des doigts, à force de frotter la laine brute. Elles avaient des taches sombres d'huile et de noix qui ne partaient pas au savon. C'étaient des mains qui avaient saigné. Et à côté d'elles, on voyait les mains de Monique. Des mains blanches, douces comme de la crème, avec des ongles parfaits de manucure française et des bagues en diamant qui coûtaient plus cher qu'une maison. Des mains qui n'avaient jamais touché la terre, qui n'avaient jamais travaillé, qui ne savaient que pointer du doigt et signer des chèques. Ces mains, dit Manon en montrant ses cicatrices, ont tricoté chaque millimètre de cette robe. Ces mains ont lavé la laine dans la rivière. Ces mains ont veillé sur ma maîtresse mourante. Manon baissa les mains et montra celles de Monique avec un mépris absolu. Les vôtres, Monique, ne savent que détruire. Vous ne créez rien. Vous ne faites qu'acheter ceux qui créent, puis vous les jetez. Votre pureté est un mensonge fabriqué en Chine. Mon obscurité, elle, est réelle. Le silence dans la salle était total. Personne ne respirait. La comparaison visuelle était dévastatrice. La vérité était là, projetée en haute définition, les mains créatrices contre les mains parasites. Soudain, quelqu'un au fond de la salle commença à applaudir. Ce fut un applaudissement lent, solitaire. Clap, clap, clap. Puis un autre, et un autre. La rédactrice en chef du magazine de mode se leva et applaudit avec force. Les jeunes créateurs la suivirent. En quelques secondes, la salle entière était debout, acclamant non pas la collection blanche, mais la femme à l'uniforme gris et le mannequin en noir. Monique regarda autour d'elle, les yeux exorbités. Le son des applaudissements était comme le bruit de son monde qui s'effondrait. Elle essaya de crier, d'ordonner, mais personne ne l'écoutait. Chloé prit la main de Manon et la leva bien haut, comme une championne de boxe. Manon regarda les caméras, les yeux de millions de personnes, et dit une dernière phrase qui scellerait le destin des Legrand pour toujours: le loup blanc s'est habillé en brebis, mais il a oublié que la brebis noire n'a pas peur de l'obscurité. Monique, humiliée, seule au milieu de la foule qui la huait, sentit ses jambes fléchir et tomba à genoux sur le marbre froid, sa robe blanche se tachant de la saleté invisible de sa propre défaite. La chute d'un géant ne se produit pas en silence. Elle fait du bruit. Elle fait le même bruit qu'un bâtiment de verre s'effondrant sous son propre poids, un vacarme d'appels téléphoniques, de cris et le son sec de portes qui se ferment au nez. Pour Monique Legrand, l'enfer commença 5 minutes après avoir quitté le podium. Elle tenta de se réfugier dans la zone VIP, cherchant le soutien de ses amis de la haute société, ceux-là même qui buvaient son champagne et riaient de ses blagues cruelles une heure plus tôt. Mais quand elle entra dans la salle, l'air se glaça. Personne ne la regarda dans les yeux. Les dames feignaient de se remaquiller. Les hommes d'affaires regardaient leur montre avec une urgence feinte. C'était la mort sociale instantanée, la contagion. Valérie. Appela Monique, cherchant son assistante avec désespoir. Valérie, appelle le chauffeur. Sors-moi d'ici et rédige un communiqué de presse disant que cette femme est folle. Valérie était debout près de la porte,
tapant furieusement sur son téléphone. Elle leva les yeux. Il n'y avait plus de peur dans son regard, seulement un calcul froid. « Je ne vais rien rédiger, Monique, » dit Valérie en rangeant son téléphone dans son sac. « Je viens d'envoyer ma démission par email. »« Quoi ? Comment oses-tu ? Sans moi, tu n'es rien. » hurla Monique en la saisissant par le bras. Valérie se dégagea avec un geste de dégoût. « Regardez les nouvelles, madame. C'est fini. » Monique sortit son propre téléphone, les mains tremblantes. Les réseaux sociaux étaient en feu. La vidéo des mains de Manon comparée aux siennes avait des millions de vues en temps réel. Les commentaires étaient une marée de haine, la vraie pureté, brebis noire, le grand fraude. Mais le pire n'était pas les insultes. Le pire se passait dans le hall. Un groupe d'experts textiles, motivé par le scandale, s'était approché des portants de la collection Blanche Pureté qui étaient exposés. L'un d'eux, un critique célèbre pour son nez implacable, sortit un briquet et brûla un fil de l'ourlet d'une robe Legrand. L'odeur ne fut pas celle de poils brûlés caractéristique de la laine naturelle, mais une odeur chimique, âcre, de plastique fondu. « Polyester !» cria le critique pour que tout le monde l'entende. « Ce n'est pas de la laine vierge, c'est un mélange synthétique bon marché vendu à prix d'or. C'est une fraude. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les investisseurs qui se trouvaient dans la salle de conférence sortirent, pâles. Si la collection était fausse, leurs actions ne valaient plus rien. Les téléphones du siège de Textile Legrand se mirent à sonner sans arrêt, annulation de commandes, poursuite pour publicité mensongère, fournisseurs exigeant le paiement d'arriérés. Monique vit son monde s'écrouler en temps réel. Elle vit les sponsors arracher leur logo du mur. Elle vit la police qui la protégeait auparavant la regarder maintenant avec suspicion, évaluant s'il devait l'arrêter pour fraude commerciale. Elle s'enfuit. Elle sortit par la porte de derrière, seule, sans chauffeur, se couvrant le visage avec son sac de créateur tandis que les paparazzis la poursuivaient comme des hyènes sentant le sang. Pendant ce temps, dans la loge, la scène était à l'opposé. Manon était assise sur une chaise pliante, épuisée, tremblant de la décharge d'adrénaline. Léo dormait sur ses genoux. Chloé, portant toujours la robe noire, buvait de l'eau et riait, libre pour la première fois depuis des années. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas la sécurité. Entra un homme petit, vêtu d'un costume italien impeccable et de lunettes à monture épaisse. Derrière lui venait la touriste française qui lui avait acheté le premier châle. « Madame Manon », dit l'homme avec un accent italien marqué, tendant une carte de visite noire aux lettres dorées. « Je suis Laurent, représentant de la maison Moretti à Milan. Mon ami ici m'a raconté des merveilles, mais ce que j'ai vu aujourd'hui. Mamma mia, c'est sauvage. C'est de la douleur pure. » Manon prit la carte. Ses mains sales tachèrent le papier fin. « Je n'ai pas d'usine, monsieur, » dit Manon avec honnêteté. « Je n'ai pas de machine. On me les a prises. »« Nous ne voulons pas de machines, » sourit l'Italien. « Tout le monde a des machines. Nous voulons vos mains. Nous voulons la technique du fil de nuit. Nous voulons l'exclusivité. » L'homme se pencha. « Je vous offre un contrat de collaboration. Nous fournissons le capital. Vous fournissez l'art. Et je vous assure, madame, que nous payons en euros, pas en promesses. Nous voulons 50 pièces pour la semaine de la mode de Milan. Est-ce possible ? » Manon regarda la robe noire que portait Chloé. Elle pensa au métier à tisser cassé. Elle pensa aux aiguilles en bois de chêne. « J'aurai besoin de beaucoup de laine noire, » dit Manon en relevant le menton. « Et j'aurai besoin d'acheter la colline entière pour mes brebis. »« Considérez que c'est fait, » dit l'Italien. Cette nuit-là, Manon ne dormit pas dans la ruine. Elle dormit dans la suite présidentielle de l'hôtel le plus proche, payé par l'agence de mannequins de Chloé. Mais avant de fermer les yeux, elle regarda le ciel nocturne par la fenêtre et murmura « Nous avons réussi, Marie. Le loup blanc est mort. » À 20 kilomètres de là, au domaine des Tisserands, le silence était sépulcral. Monique Legrand entra dans sa grande maison de campagne. Il n'y avait pas de lumière. Le personnel était parti en apprenant que les comptes bancaires de l'entreprise avaient été gelés par le fisc dans l'après-midi. Elle traversa les couloirs vides, ses pas résonnant sur le marbre froid. Elle se sentait petite, elle se sentait vieille.
Elle monta dans sa chambre principale. Elle avait besoin de réconfort. Elle avait besoin de s'entourer de sa pureté. Elle ouvrit les portes doubles de son dressing, un espace de la taille d'un appartement, rempli de rangées et de rangées de vêtements blancs. Manteau en cachemire blanc, robe de soie blanche, tailleur en lin blanc. C'est parfait, murmura Monique en caressant une manche. Tout est propre, tout est pur. Mais alors, elle cligna des yeux. Sous la lumière pâle de la lune qui entrait par la fenêtre, le blanc ne semblait plus blanc. Elle crut voir une tache jaunâtre sur une robe. Elle frotta le tissu avec frénésie. La tache ne partait pas. Elle regarda un autre tailleur. Il semblait avoir de la moisissure grise au col. Non, cria Monique en arrachant les vêtements des cintres. C'est sale. Tout est sale. Elle jeta les robes par terre. Elle se mit à voir des taches partout. Des taches de graisse, des taches de boue, des taches de culpabilité. Le blanc immaculé qu'elle aimait tant prit une teinte maladive, la couleur des vieux os, la couleur du mensonge. Monique tomba assise au milieu d'une montagne de vêtements de créateurs qui lui semblaient maintenant des déchets. Elle regarda ses mains parfaites à la manucure française. Elles lui parurent des griffes. Le téléphone de la maison se mit à sonner au rez-de-chaussée, une sonnerie insistante, angoissante. Monique savait qui c'était. C'étaient les avocats, les banques. C'était la fin. Elle se recroquevilla en position fétale parmi les soies froides et synthétiques qui sentaient le plastique. Dans son esprit, elle entendit le bêlement d'une brebis, un bêlement moqueur, sombre et profond. La solitude l'écrasa. Elle avait des millions en vêtements, mais elle mourait de froid. Et pour la première fois de sa vie, Monique Legrand souhaita avoir une couverture. Même si elle était noire. Même si elle était de cette laine qui pique. Parce qu'au moins, cette laine-là était réelle. 5 ans passèrent. Le temps, ce tisserand silencieux qui n'arrête jamais sa marche, se chargea de mettre chaque fil à sa place. L'ancien domaine des tisserands n'existait plus, du moins pas comme le mausolée de froideur et d'arrogance que Monique Legrand avait construit. Après la faillite de l'entreprise Legrand et la saisie bancaire, la propriété fut mise aux enchères. Personne ne voulut l'acheter. On disait qu'elle avait de mauvaises ondes, que les murs pleuraient la ruine de ses anciens propriétaires. Personne, sauf Manon. Manon l'acheta, non pas pour y vivre comme une reine, mais pour ouvrir les portes et laisser entrer l'air. Elle enleva les grilles en fer qui séparaient la maison du village. Elle arracha les haies géométriques qui ressemblaient à des prisons vertes et laissa pousser des fleurs sauvages, lavandes, tournesol et bougainvilliers en désordre. Désormais, au-dessus de l'arche d'entrée, une enseigne en bois sculptée à la main, rustique et honnête, indiquait « École et atelier Marie Dubois ». C'était un matin frais de printemps. La cour centrale, autrefois silencieuse et stérile, était un foyer de vie. 20 femmes étaient assises en cercle. Certaines étaient veuves, d'autres mères célibataires, d'autres avaient simplement été rejetées par la société pour être différentes. Toutes avaient un métier à la ceinture ou des aiguilles en chaîne dans les mains. Le son n'était plus le clac-crac agonisant que Manon se rappelait de ses jours dans la ruine. C'était maintenant un rythme joyeux, une percussion de bois contre bois qui sonnait comme une musique, accompagnée de rires et de chuchotements. Manon marchait parmi elles. Elle portait une robe simple en lin écrué, sur les épaules, son inséparable châle noir, l'original, celui par qui tout avait commencé. Elle s'arrêta près d'une jeune femme qui se battait avec un nœud dans la laine sombre. « Ne te bats pas avec le fil, Carmen », lui dit doucement Manon en posant une main sur son épaule. « Si tu tires avec colère, il se casse. Demande-lui la permission. La laine noire a besoin de respect. » La jeune femme sourit et détendit ses mains. « Merci, maîtresse Manon. » Manon continua de marcher vers le jardin arrière. Là où Monique interdisait autrefois l'entrée à tout animal qui n'était pas de race pure, il y avait maintenant un spectacle qui ferait se retourner l'ancienne propriétaire dans sa tombe sociale. L'herbe vert émeraude était parsemée de taches noires. C'étaient des brebis, des dizaines d'entre elles, toutes noires comme la nuit, leur laine brillante sous le soleil, paissant libre et grasse. Et au centre de toutes, se reposant à l'ombre d'un chêne, se trouvait Mora. La brebis fondatrice était maintenant vieille. Elle avait le museau grisonnant et marchait lentement, mais elle restait la reine du troupeau. À côté d'elle se tenait Léo. Ce n'était plus le petit garçon effrayé de 6 ans qui se cachait dans un sac.
C'était un garçon de 11 ans, grand et fort, les mains tachées de terre et un sourire lumineux. Il brossait le dos de Mora avec soin. Manon s'approcha et s'assit dans l'herbe à côté de son fils. Mora laissa échapper un bêlement rauque de reconnaissance et posa sa tête sur les genoux de Manon. Elle a l'air heureuse, dit Léo sans cesser de la brosser. Tu te souviens quand mamie Monique a dit qu'elle était une erreur génétique? Manon hocha la tête, caressant la laine dense de l'animal. Je m'en souviens. Elle a dit que c'était un déchet parce qu'on ne pouvait pas l'atteindre en blanc. Léo regarda sa mère. Tu sais ce que j'ai appris en cours de sciences aujourd'hui? Le professeur a dit que le blanc, c'est la lumière qui rebondit. Mais le noir. Le noir, c'est l'absorption de tout. Le noir contient toutes les couleurs du spectre, maman. Il les garde juste pour lui. Manon sourit, sentant une boule d'émotion dans sa gorge. Elle regarda la maison, pleine de femmes qui reconstruisaient leur vie grâce à cette laine. Elle regarda ses propres mains qui ne saignaient plus, mais qui n'oublieraient jamais la douleur qui les avait forgées. C'est exactement ça, mon amour, répondit Manon en embrassant la tête de son fils. Le noir n'est pas l'absence de lumière. C'est la somme de toutes les expériences. C'est la douleur, c'est la joie, c'est la faim et c'est le triomphe. Tout ça ensemble, serré dans une seule couleur indestructible. C'est pour ça qu'ils ont essayé de nous jeter à la poubelle, Léo. Parce qu'ils avaient peur d'un tel poids. Une brise légère agita les branches des arbres. Au loin, on entendait le murmure de l'atelier, le battement de cœur de leur nouveau foyer. Monique Legrand avait fini ses jours seule dans une maison de retraite publique, oubliée du monde qu'elle avait tant adoré. Mais Marie vivait dans chaque maille, dans chaque brin sombre qui sortait de cet atelier pour les boutiques de Paris et de Milan. Manon se leva et aida Léo à se relever. « Allons manger, dit-elle. Aujourd'hui, il y a du bœuf bourguignon, et cette fois, il y a de la bonne baguette pour tout le monde. » Ils retournèrent vers la maison, mère et fils, suivis par une vieille brebis noire qui marchait avec la dignité d'une impératrice. Ils avaient traversé l'enfer pieds nus, et ils en étaient sortis de l'autre côté, vêtus de nuit. Et ainsi se termine l'histoire de Manon, la femme qui nous a appris que lorsque la vie vous donne l'obscurité, vous ne cherchez pas une lampe. Vous tricotez une robe et vous devenez la reine de la nuit. Le plus grand héritage n'est pas l'argent ni les terres, mais la capacité de transformer la douleur en art. Parfois, être la brebis noire n'est pas une malédiction. C'est un signe que vous êtes fait d'un matériau plus résistant, plus profond et plus précieux que le reste du troupeau. Que vous a semblé cette histoire de résilience et de justice? Croyez-vous, comme Manon, que les épreuves difficiles ne sont que l'entraînement pour un destin extraordinaire? Si vous avez senti le pouvoir de la laine noire dans votre cœur, écrivez la phrase « brebis noire » dans les commentaires. Nous voulons savoir combien de personnes courageuses et différentes nous écoutent aujourd'hui. Abonnez-vous à Empreinte de l'âme et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire qui touchera votre cœur. À la prochaine, et souvenez-vous, vos mains sont votre magie. Utilisez-les.